Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et encore et toujours du sel de Camargue. 2700 tonnes au total. Eh bien, deuxième volet de notre série de vidéos sur le retour du tournoi LTC2, et cette fois-ci, on va se pencher sur la méta, parce que oui, il y a une méta à OPR. On arrive à dégager une méta, donc un ensemble de listes de ce qui performe plus ou moins, de ce qui est plus ou moins efficace, des constructions qui sont plus ou moins rentables, de ce qui fonctionne en général. Alors, précisons, en milieu compétitif, c'est-à-dire vous ne connaissez pas votre adversaire, vous ne connaissez pas d'avance le scénario, vous ne connaissez pas la table. Alors précisons bien entendu que ce n'est que notre avis de pauvres béotiens, qu'on peut dire des grosses bêtises et que vous avez le droit de nous faire remarquer qu'on n'a strictement rien compris à ce qu'on raconte. Ah bon? Voilà, parce que ça fait des commentaires et que les commentaires c'est bon pour le Référencement. merci. On va commencer par la première liste, qui est une liste intéressante, puisque c'est une liste typique de l'univers OPR. Tout à fait, et ça c'est cool. Les Saurian Star Host. Et précisons que c'est une des très bonnes listes exclusives à OPR, il y a plein de choses intéressantes à faire avec ces bêtes-là. Donc qu'est-ce qu'on a dans la liste? On va retrouver deux unités de 10 Saurian Warriors. C'est l'unité standard. C'est de la bonne unité de ligne, parce qu'on est sur du 4+, 4+, voilà. Fearless, et c'est très bien dans une optique où il faut garder un objectif. Et en plus avec la règle Predator. Alors la règle Predator, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça veut dire que pour chaque jet non modifié pour toucher, de 6, vous avez une attaque supplémentaire. Alors, ce qui veut dire que contrairement à Furious ou Relentless, tu fais pas une touche supplémentaire quand tu fais un 6, mais tu as le droit de relancer un dé, donc une attaque de plus. Ça veut dire que sur le rending, tu gagnes une opportunité supplémentaire de déclencher la PA4. Oui, Et surtout que sur Furious, elle est conditionnée par le fait que tu dois charger. Oui. Alors que là, c'est pour toucher. Donc ça marche au tir et au cac. Et dans toutes les situations, même si tu as bougé. Donc les Saurian Warriors, il y en a deux packs de 10. Ils saturent bien parce qu'ils ont quand même deux tirs à 18 pouces chacun. C'est solide, c'est endurant, ça a un excellent moral. Il y a déjà deux bases, on a deux bonnes unités de ligne qui sont solides. Ensuite, on va enchaîner sur deux unités de Gecko Snipers. Donc, c'est des petites unités de 3 qui profitent de la règle Strider, donc ils sont un petit peu plus mobiles, avec une allonge de 30 pas, avec un tir AP et un sniper chacun. C'est très pénible pour les armées qui vont compter sur leur buffer. Parce que, avec 6 tirs de sniper, tu vas les perdre tes buffers à un moment. Alors par contre, c'est vrai que sur ces snipers-là, on est un petit peu surpris qu'ils ne profitent pas d'une petite règle supplémentaire qui leur permette un surcroît de mobilité avec par exemple du scout. Ils coûtent vraiment pas cher, 120 points les 3, c'est parmi les snipers les moins chers du jeu. C'est vrai. Fearless, pareil, hein, parce que c'est facile de leur faire un test de co, ils sont que 3, ils ont une sauvegarde en carton. Oui, c'est une épine dans le pied de l'adversaire, mais il sait que sur un malentendu, ça peut lui faire du mal. Ça peut permettre de gérer des persos buffers dans certaines listes qui en dépendent beaucoup, oui. Donc c'est bien, c'est un excellent outil. On va enchaîner sur le mage. Oui. Donc le mage qui a quand même un profil de base assez alléchant, 2+2+, stuff 6, auquel on va avoir mis nativement Caster 3. On peut le monter Caster 4, il a fait le choix de ne pas le faire parce que ça coûte cher en points. Dans la mesure où le domaine de sort des Saurian Star Host synergise très bien avec l'armée, est-ce qu'un Caster 4 aurait pas été une option intéressante? Mais c'est obligé de priver de certaines autres unités. En niveau 2, on va se retrouver avec la possibilité de choisir deux unités amies dans un rayon de 12 pas à qui on va donner +2 au mouvement ou +4 à la course et à la charge. C'est une très bonne règle. Oui, ça, la mobilité, c'est toujours très intéressant hein, dans un jeu qui se joue en 4 tours, c'est fondamental. En niveau 3, 3 unités amies dans un rayon de 12 pas qui gagnent la régène la prochaine fois qu'elles prennent les touches. 3 unités amies, quand tu as des gros dinosaures, et il y en a dans la liste, miam. Voilà, pour 255 points. On sait qu'on a le mec qui va venir booster. Alors, ce qui est très cool, surtout, c'est que tu peux le joindre à une autre unité à qui il va donner sa qualité de 2+ pour les tests de co. On rappellera que l'essentiel de l'armée est Fearless quand même. Donc, 2+, 4+ pour un test de co, bon, tu vas le réussir. Donc, oui, parce qu'il les met dans une unité de Gator. Ouais. Hein, d'accord. 4+, 3+. Voilà. Predator toujours, donc les 6 font une attaque supplémentaire. À 12 pas, 2 tirs AP1. Oui. Et sur du limited, en low-con, une attaque AP1 à 18 pas une fois par game, par tête de pipe. Pour moi, c'est anecdotique. Ça porte pas très loin. Tu as un tir avec quand même beaucoup de statuts quand tu auras cramé tes missiles pod.
En fait, est-ce que ça apporte pas les PEV aux casteurs? Ben déjà, parce qu'ils sont pas chers, 210 points c'est pas cher. Ensuite, ça fait quand même une bonne unité gardien de but, c'est-à-dire que tu fais pas FEP n'importe quoi juste à côté d'eux. C'est pas une unité incroyable, mais elle est pas chère. Elle fait un gros pool de points de vie pour le sorcier. Ils battront pas en retraite, parce que 2 plus Fearless pour le test de co, ça passe. Le tout accompagné de 2 x 3 nuées Strider et Fearless. Donc là, on est vraiment sur typiquement ce qui marche. Seulement 60 points les 3 Voilà. nuées, mais surtout c'est un super outil de scoring. C'est ça. On n'est pas sur le Scarab qui dispose de rending, mais 60 points, Mais merde. ils sont beaucoup moins chers, donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a de la fusillade, beaucoup de fusillade, mais bon, la fusillade, ça bute pas des tanks, donc l'ankylosaure est là. Bon, 500 points, on est sur un gars solide. Toujours pareil, avec Fearless, lui il profite de l'Heavy Shield, donc ça veut dire que chaque fois qu'on tire dessus, on retranche un à notre PA. Il va arriver à portée de ses 24 pas de son Twin Fusion Cannon. Donc 2 attaques AP4, Deadly 6. Alors certes, tu touches qu'à 4+, tu fais, quoi qu'il arrive, faire son test de co au char lourd qui est en face. Il se défend très correctement au CAC. 4 attaques AP2 plus 4 attaques AP1, donc tu vas... Et peur 2. Et peur 2, donc tu vas pas le chercher avec rien au corps à corps. Au tir, il va être chaud à gérer. Ça c'est fondamental, La c'est PA. structurant pour le choix de cette unité. C'est l'unité de tir solide, et puis on a évidemment l'unité de CAC solide. Parce que l'armée manque de corps à corps. Oui. C'est son défaut de base, mais il y a un Godzilla. Un Godzilla, 2+2+, Tough 18, Fear 3, avec 6 attaques AP2 de Stomp, et surtout 4 attaques AP4 Deadly 3 au CAC. Et il a quand même un volume d'attaque assez conséquent avec son Stomp, donc tu peux l'envoyer au CAC avec absolument tout et n'importe quoi. Il va le gagner, son CAC. Son défaut, c'est qu'il n'est pas fast. C'est le problème de la liste. Mais le sorcier peut le rendre fast, le sorcier peut lui coller la régène, donc c'est très solide. Il sait qu'il va pouvoir en profiter tout au long de la partie. Voilà. Globalement, là on a une liste qui manque un petit peu de corps à corps, mais le titan est quand même là pour faire le café de ce point de vue-là, même s'il ne pourra pas être partout sur le champ de bataille, mais qui ratatate très bien, qui score très bien, qui a un moral en acier, et ça c'est très important. Ça c'est important. Donc c'est typiquement une armée qui va prendre la table, s'installer dessus, Qui est stable. te regarder droit dans les yeux et te dire « viens me chercher maintenant ». Et vu les grosses bêtes qu'il y a, tu n'as pas forcément envie d'aller le chercher. Donc c'est une liste solide, Qui fait un podium, qui finit 3e. c'est tout à fait mérité parce que Ouais. c'est bien équilibré. Elle est là pour faire du tournoi, pour se trouver capable de réagir à toutes les situations, pour marquer des points, pour faire son boulot, et elle le fait bien. 9 activations avec quand même 2 grosses bêtes, quoi. Oui. Il n'y a pas de FEP. Il n'y a pas de FEP. C'est un choix. C'est un choix qui, de mon point de vue, A été payant. Alors, a été payant peut-être, mais qui, de mon point de vue, est un trop gros handicap en V3-4. C'est une liste qui est tout à fait, j'allais dire presque vanilla. Et ça prouve que tu peux jouer vanilla sans avoir à essayer de tordre le cou aux règles et au système de jeu pour faire des trucs improbables et mais faire du résultat quand même. La seconde liste, Human Defense Force. Donc là, on est sur une liste clairement compagnie blindée, Oui. hein, d'accord, à laquelle on va avoir adjoint des recrues pour pouvoir écranter les grosses cylindrées. Alors c'est le problème pour moi, parce qu'on a 3 compagnies leaders montées dont le rôle est de se déplacer sur la table et de lancer leur buff qui donne +1 à la touche au char. Parce qu'un battle tank de la garde qui touche à 3+, c'est pas du tout la même chose qu'un battle tank de la garde qui touche à 4. Donc déjà, ça rend les unités de char beaucoup plus efficaces. Donc les unités de char, parlons-en. On se retrouve avec 2 battle tanks suréquipés à mon sens. Peut-être un peu trop. Et un attack vehicle qu'on a monté pour pouvoir descendre les gros d'enfance avec de la Deadly. Donc on va commencer par parler de l'attack vehicle. Donc on est sur du 360 points pour quelque chose qui est fast, Strider avec stealth, alors qu'il se rapproche des lignes ennemies, on pourra en parler. Donc on a un gros fusion qui a un Deadly 6 et un petit fusion qui a un Deadly 3 avec le Hunter Missile en plus dessus. Donc ça distribue beaucoup de deadly. Il est là pour ça, il est là pour sortir un gros d'en face. Alors je le vois plus comme une zone d'interdiction en fait. Pour les gros. Voilà, parce que tu rentres dans un rayon de 24 pouces, tu as quand même de fortes chances de te retrouver à devoir faire ton test de morale et ça sera un test de morale. Donc tu y réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Oui.
Et ensuite, les Battle Tanks, donc un avec le Heavy Autocannon, donc 6 attaques AP2 en tourelle, le canon laser et les bolters lourds de flanc. Avec, pareil, la lame Buldo, le Double Time et le Stealth. Donc Double Time qui peut donner un mouvement gratuit à une unité amie dans un rayon de 12 pouces, qui peut être bien pour gagner de la projection, Tout à fait. ou pour reculer en cas de pépin. Et un second Battle Tank, cette fois-ci avec le Battle Cannon pour gérer la masse, 2 attaques AP2 Blast 3, le canon laser avec toujours du Deadly et des bolters lourds de flanc, toujours pareil avec Strider et Stealth. On a un véritable budget avec ces 3 Stealths qui viennent se cumuler dans la liste. Alors après, ça peut être horriblement ronche-tête parce que déjà, ça encaisse très bien parce que TUF 12, AP sauvegarde de plus. Si en plus tu as un -1 pour les toucher à plus de 9 pouces, ça commence à devenir compliqué à les gérer au tir. Donc c'est une approche qui peut se défendre. Si tu lis bien l'arrivée de la V3-4, tu sais que tu vas devoir gérer de la low-con parce que les mecs auront anticipé la présence de volants. Donc ça diminue l'intérêt du stealth dans les listes. Oui. Et pour finir, 2 petites sentinelles armées de leur rapide laser machine gun, 36 pas, 6 attaques AP3. Et 3x10 conscrits qui vont être là pour faire de l'écrantage. Et on va y revenir à la fin de la vidéo quand on abordera ce qui pour moi sont des petits problèmes au niveau de la méta, c'est qu'en fait, il ne pouvait pas ne pas les mettre, ces 3 unités de 10, parce qu'il a absolument besoin dans un build avec essentiellement du véhicule de pouvoir écranter contre les FEP adverses. Ce qui fait qu'il doit quand même cramer 210 points de trucs qui ne serviront qu'à mourir, et qui dans certaines parties serviront juste à rien. Et malheureusement, le fait de pouvoir écranter avec ces unités-là qui ne profitent pas de la projection et de la rapidité des tanks, ça a conduit à des situations ubuesques d'entonnoir inévitables. Où il se retrouvait effectivement coincé par ses propres unités, donc c'était très compliqué à gérer sur table. C'est une liste qui est quand même pleine de défauts dans le contexte d'un tournoi. Après, sur une partie du dimanche, si tu tombes sur un adversaire qui n'a pas ce qu'il faut pour gérer ta liste, tu dois juste lui marcher dessus. Mais dans un contexte de tournoi où tu dois faire face à des menaces multiples et parfois très différentes les unes des autres, eh c'est une armée qui va avoir du mal à performer sur la durée. Tu as la nécessité d'avoir la bonne unité au bon moment, au bon endroit. Le problème, c'est qu'OPR, c'est un jeu où le corps à corps a un plus fort impact que le tir. Parce que quand tu perds un corps à corps, quel que soit le nombre de points de vie qui te reste, tu fais ton test de co. Et la qualité du char et le 4+. Et c'est pas terrible, et c'est même mauvais. Et le fait que les chars ne ripostent pas au corps à corps te rend très perméable. Ce qui t'oblige à faire un gros pack avec des troupes qui écrantent dans tous les sens pour éviter que tu prennes la foudre. Donc tu ne peux pas te projeter sur table parce que du coup tu vas te mettre à la merci d'une attaque. Moi, de mon point de vue, pour pouvoir travailler un peu plus sur ce genre de liste, je partirais sur une idée peut-être de virer l'intégralité des stealths, de gagner presque 200 points rien que là-dessus, et d'aller chercher, ainsi que les écrans, et d'aller chercher peut-être une 4e pause avec les tanks, avec un autre tank, une artillerie, quelque chose qui nous mette à l'abri d'une riposte, quelque chose qui reste bien tranquille dans sa zone et qui a une portée plus importante avec de l'indirect. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Dans tous les cas, pour moi, c'est une armée qui est une armée de late game, c'est-à-dire que tu vas rester en forteresse dans ta zone, flinguer tout ce qui bouge parce que tu as la puissance de frappe pour faire ça, puis T3, T4, tu commences à t'avancer sur la table et à la prendre. Le souci, c'est que sur un scénario à scoring progressif, tu es dans le caca, et que ça veut dire que tu abandonnes la table à ton adversaire pendant 2 tours. Ah Bon, alors, and the winner is... Donc la liste Robot Legend, c'est la seule liste du tournoi qui ne fait pas 2500 points. Donc l'idée c'est quoi? C'est de jouer en V3-4. L'idée c'est de proposer les avions. Donc dans une liste, vous devez avoir... Encore une fois, dans une optique d'événements organisés, vous devez pouvoir répondre ou être en mesure de répondre à l'intégralité des situations qui vous sont proposées. Pour ce faire, il vous faut du CAC, il vous faut de la rapidité, il vous faut de la solidité, il vous faut du tir. Pour moi, le tir dans cette liste, ce sont les avions qui sont en quelque sorte la DEVA qui se téléporte. Oui, parce que tu as quand même 12 tirs dont la moitié sont AP4, l'autre moitié AP1, flux, donc sur chaque 6 tu fais une double touche. Pour chaque avion. Ça t'attire quand même très fort. On les paye, c'est 1000 points de côté. Ensuite, pour pouvoir temporiser les pauses, on va jouer 3 unités de Scarab qui, malgré le surcoût de la V3-4, 105 points, c'est abusé quand même. Vous commencez à connaître ma façon de jouer si vous nous suivez.
Pour moi, la liste Robot Legion ne s'envisage pas sans les dépeceurs. Oui, parce que c'est un outil tactique tellement versatile. C'est l'unité inévitable de l'armée, vous devez la jouer, c'est l'unité qui fait chier l'adversaire, parce que tu la mets où tu veux, là où ça l'embête le plus. Là où ça l'embête le plus. Et derrière, il me fallait donc du CAC, parce que le CAC c'est bien, que le CAC c'est mieux en ambush, c'est encore mieux lorsque ce n'est pas slow et que ça dispose de la règle flying. Donc on va mettre 2 unités de factionnaires équipées différemment, une unité de factionnaire avec les fauchards AP2 pour pouvoir aller chercher de la save, avec le seigneur qui donne régène, et une unité de factionnaire avec l'épée rending et le bouclier pour tanker, et bien sûr le seigneur qui donne la régène. Tout le monde avec les jetpacks. Souvenez-vous, vous avez un nombre impair de pauses en FEP pour pouvoir temporiser en fonction de si vous commencez le T2 ou pas, de telle sorte que si vous êtes obligé de placer votre FEP en première intention, vous placez les dépeceurs et ensuite l'adversaire est obligé de placer une de ses unités placement auquel vous pouvez répondre par la pause de vos unités qui tâchent. Voilà, donc c'est une armée qui joue sur le séquençage comme toujours. C'est très important. Vous le constaterez au fur et à mesure, même s'il y a déjà 2 rapports de bataille avec monsieur. Monsieur joue beaucoup une stratégie que je qualifierais d'indirect. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher le gros coup, la grosse gifle, le dégât rapide et je te bute des unités parce que de toute façon quand tout le monde est mort, t'as perdu. Lui, il va chercher à te faire déjouer, c'est-à-dire te mettre dans des situations où tu vas faire la connerie. Et effectivement, c'est une liste qui correspond à ce style de jeu où il y a tous les outils pour te pousser à faire la connerie. Les gens ont tendance à demander les listes qui tournent et à pomper les listes qui tournent ou qui gagnent des tournois ou qui font des scores ou des résultats et à tenter de se les approprier en disant je vais jouer telle armée, telle liste, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que le fait de comprendre et de connaître des règles ne suffit pas lorsque vous prenez en fait finalement une partie de la personne qui a construit cette liste. Cette liste a été construite par quelqu'un qui sait la jouer, qui a compris pourquoi il le faisait et qui va donc dérouler sa façon de jouer. Je considère, moi, qu'il y a eu une mauvaise lecture de la V3-4 de certains participants parce que, je pense, trop de listes étaient incapables de gérer les volants. C'est vrai. Mais d'un autre côté, tu étais le seul à en jouer. Après, tu as eu raison, hein. Écoute, il y a une nouvelle méta qui sort avec une nouvelle version, c'est normal, bon, ben, autant s'engouffrer dedans, et voilà. Bon, effectivement, moi je m'attendais à avoir plus d'avions. Game Boy. Ouais. Qu'est-ce qui fait mon Blood Angel préféré? Ah, je croyais que c'était ton prof de mécanique préféré. Oui, mais il a dit qu'il voulait passer incognito. Il est multicasquette. Donc là, on est sur du Ground Zero. Voilà. Là, The El Famoso, qu'est-ce que tu as? Déploiement, qu'est-ce que tu déploies? Rien, à toi. À toi. Donc qu'est-ce qu'on a? On va retrouver les scouts, hein, donc par 10, qui vont être accompagnés d'un chef scout, qui va leur donner le Holy Calice. Oui. Alors le Holy Calice dans les scouts, moi j'étais assez dubitatif, mais compte tenu qu'il est mis dans le drop pod, en sortant, il a. Il y a quand même beaucoup d'attaques, il y a Furious parce que c'est du Blood Angel, le Calice fait que tu touches bien, hein, parce qu'il y a 3+, du coup. La régène, c'est toujours chiant. Tu as une unité qui va performer autant qu'une unité de Marines d'assaut, un petit peu moins peut-être parce que tu n'as pas d'AP, mais oui, pour beaucoup moins cher. Ensuite, on va retrouver le fameux Blood Master Brother des familles. Brother. À qui on va avoir mis le jetpack pour l'ambush, le flying, le war chain, parce qu'il faut des chaplains, c'est important. Dans les Blood Assault Brothers. Comme tu joues en Blood, tu t'es 5 et 6 front double touche, ce qui revient quasiment à faire du full touche. Tu les fous dans une escouade d'assaut avec les grosses épées tronçonneuses de la Nord, le tout avec AP1, machin, c'est génial. Donc ça sature comme des sacs. On va avoir une petite unité des élites Battle Brothers, à qui on va avoir mis Medical Training et 6 Gravity Rifle. Ce qui est pas bête, parce qu'ils vont être un petit peu moins chers que leurs homologues en Devastator. Certes, ils n'ont pas le Relentless, mais ni la longe, ni le... Voilà. Mais le fait qu'ils touchent à 2 ou plus, c'est très fiable. C'est très fiable. Ça sature quand même plutôt très bien, donc si tu tombes contre une armée de horde, t'as de quoi les gérer avec ça. C'est ça. Sans avoir à les engager au CAC.
Le Medical Training fait la blague. Oui. Et le tout dans un attack speeder avec Transport 6 et 2 Fusion Rifle. Mais c'est une bonne approche le medical training parce qu'un des gros défauts des Devastator, c'est que tu subis une blessure, tu perds une arme lourde, ce qui est toujours chiant. Là, tu as quand même une chance sur 3 de faire non, ça va. Et surtout, on a la longe grâce au speeder. Aussi. Qui se déplace, qui a l'embouche, qui se déplace vite. Tu débarques à 6, mais tu as une allonge de 18. C'est propre. Qui va faire peur au char avec ses 2 fuseurs. Ah oui. Et avec le rending pour venir compléter les petits PV qui manquent en face. C'est ça. Ensuite, on va avoir un autre Master Browser, mais cette fois-ci, encore une fois, je dirais, avec le Warchant et un petit flammeur pistol des familles, parce qu'il a surtout le gantelet. Le tout dans une escouade de 5 de la compagnie de la mer. Blood Death Brothers. Tout le monde avec gantelet. Voilà, parce qu'il faut pouvoir gérer les grosses bêtes. La P4, c'est important. Ensuite, on va attaquer, et pour compléter, l'escouade d'assaut Terminator avec les Shenfist, les Shieldwall, avec un seigneur qui a lui aussi le Holy Calice et la petite Donc épée ça a la régène, ça touche à 2+ au coq. Je suis toujours un petit peu dubitatif sur la faible PA des points tronçonneurs, mais c'est vrai que bon, c'est fiable, ça touche bien. Oui, parce qu'il touche bien et malgré la PA, ça apporte le deadly, ça compense. Le Est-ce que ça vaut ses points? Bon. Le combat shield te permet d'avoir une très bonne résistance parce que tu as plus 1 à la save du coup, donc tu peux engager le combat contre des grosses bêtes qui tapent fort en espérant pouvoir le remporter quand même. C'est peut-être l'unité la moins impressionnante de la liste, même si globalement pour des thermies elle n'est pas très chère. Globalement, je trouve que c'est une liste qui est bien conçue pour faire face à absolument toutes les situations. Pourquoi? Parce que comme on capitalise tout sur la FEP, on sait qu'on va avoir le T2. Et le gros avantage, et c'est grâce à ça qu'il a gagné contre toi, c'est que tu n'as rien sur la table T1. Rien ne t'oblige à mettre du monde sur la table T2. Donc dans certains scénarios, tu peux très bien attendre tranquillement avec tes charentaises au coin du feu pendant que ton adversaire fait des tours sur une table vide et arriver T3, à la dernière seconde, là, il faut peut-être qu'on aille se battre, et éventuellement, alors, ce que je vais dire n'est pas péjoratif, voler la victoire. Alors que sur des scénarios où le scoring est progressif, là par contre, tu ne peux plus jouer de la même façon. Ben, tu vas courir après le score parce que tu scoreras rien T1, rien T2 non plus, et que ça va être compliqué de remonter au score. Maintenant, ça frappe tellement fort que tu as quand même pas mal d'outils qui peuvent te permettre de remonter au score. Par contre, effectivement, il fait des wins avec des petits scores. C'est ça. Alors celle-là, quand je l'ai vue arriver... Quand on l'a vu arriver, on s'est fait « Ah, ouh, tout ça à la fois. Pour moi, c'est la liste du tournoi. En conception. Sur le papier, en conception. En conception, oui, c'est remarquable. Il y a tout. Oui. Il y a tout ce qui fait le jeu, ce qui fait le timing, ce qui fait le séquençage, ce qui fait l'alternance. Là, les gens sont sur le grill, tu vois, ils en peuvent plus. Qu'est-ce que c'est que cette liste et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors en fait, il y a absolument tout. Donc on va retrouver avec des scouts par 5, avec le seigneur qui donne Advanced Tactics. C'est du Blood Brothers. Voilà. Donc par 5 avec le seigneur qui donne Advanced Tactics. À quoi ça sert? Ça sert à donner des PV à l'Advanced Tactics. Voilà. Pourquoi l'Advanced Tactics? On va le voir un peu plus loin dans la liste. 2 unités de Battle Browser par 5 avec des ratatas qui donnent de l'activation et de la temporisation au poste T1. Les Death Browsers par 5 avec, comme on l'a vu tout à l'heure, comme pour Game du Boy, gantelet. Du gantelet dans tous les sens. Les mecs l'ont compris, il faut du gantelet, il faut taper. Eux ne sont pas accompagnés par un perso, ils se débrouilleront tout seuls. Exactement. Par contre, lui, il en met 2 parce que sa deuxième unité de Death Brothers est avec les épées Rending. Ensuite, on va avoir la grosse unité du... Ah, la solide, la bonne grosse Death Star des familles. Voilà, donc les Guard Brothers avec leur Furious, leur Ambush, leurs attaques Rending, accompagnés par le Seigneur qui leur file Holy Carlis. Donc ça touche à 2+, les 6 font double touche. Ça envoie du pâté, on n'en parle plus. Tout le monde est Rending. Un petit attaque speeder sans transport parce que lui, ce qu'il va donner, c'est l'AP4 Diddly 3 à 18 avec les 2 fusions. Et bien sûr, l'unité qui, moi, me faisait très très peur parce qu'elle vient en conjonction avec l'Advanced Tactics du Maître Scout, c'est l'Artillery Gun.
qui de toute façon est de base une super bonne unité. Équipé pour lutter contre l'unité de la V3-4, c'est-à-dire les volants, avec 4 attaques AP3 Deadly 3 Locon à 30 pas. Le tir, tu le sortiras pas. Moi, je savais... Il peut gérer pas que les volants, hein. Un char face à ça, il va pas trop faire le cake non plus. Pas du tout. Donc moi, je savais, à la lecture de cette liste, que je devrais sacrifier un croissant. Oui, sacrifier un avion pour que le deuxième puisse le sortir. Automatiquement. Voilà. Encore une fois, moi, ce qui m'a sauvé sur cette partie, c'est le manque d'habitude qu'il avait de... Par contre, le jour où il aura en main cet archétype de liste, ça va être très douloureux parce que tu as de tout. Tu as quand même un petit peu de monde sur table au début, donc tu peux ne pas te faire trop dépasser au score sur certains scénarios. Tu as quand même les moyens d'aller chercher un petit peu. Tu peux frapper fort, vite, où tu veux, à peu près quand tu veux. Tu as de l'anti-char, tu as de l'anti-edit, tu as de l'anti-infanterie, tu as de l'anti-tout. Tu as beaucoup d'unités différentes pour séquencer. C'est une liste qui est assez complexe, parce que tu as quand même pas mal de règles. Advance Tactique est une super bonne règle, mais il faut s'en servir de façon opportune. Donc c'est une liste qui va être pas évidente à prendre en main, mais qui, une fois qu'elle sera maîtrisée, oui, effectivement, c'est une liste compétitive forte, vraiment. Très forte. Ouais. On avait une autre rouille quand on a vu ça. Ouais, quand on a vu arriver ça, on a dit, lui, on va transpirer des fesses. Typiquement, demain, je joue Blood, je suis vraiment pas loin de cette construction. Oui. Un deuxième armée spécifique EPR. Alors j'entends les gens au fond. Ouais, mais c'est les League of Votants, pas du tout, c'est pas spécifique à EPR. Taisez-vous, les League of Votants n'existent pas, déjà, hein, stop, c'est fini. Et ensuite, celle-ci est suffisamment différente de ce qu'on peut trouver chez le voisin d'en face pour qu'on puisse dire que c'est une armée spécifique à EPR, donc c'est cool d'en voir une deuxième. Et en plus, elle est sympa. Oui, il a utilisé la gamme de Mantic qui se prête tout à fait au jeu Wargame en général. Donc là, on va commencer par 2 unités de guerriers nains de 10. Une équipée avec un missile launcher, donc on va retrouver le Locon, et une autre équipée avec un petit autorifle. Bon, c'est typiquement des unités d'occupation. Qui vont servir un petit peu à faire de la petite saturation. Voilà. Elles sont pas chères, 4+4+, ça reste toujours appréciable. Après, hein, on peut le constater, comme souvent chez les nains, slow. C'est le problème. C'est un problème pour prendre la table. Ensuite, on a une surprise là, parce qu'on se retrouve avec un champion nain Caster 2, avec dans des Iron vétérans. Oui, alors les Iron vétérans, bon, on va spoiler tout de suite, hein, il les met dans la drilleuse. On a 2 tirs à 3+, par tête de pipe, AP2. À 6 pouces. Oh mon dieu, c'est pas loin 6 pouces. Bon, tu t'en fous, tu arrives avec la drilleuse, donc tu arrives en FEP à peu près où tu veux, et ça sature fort. Et l'AP2, on l'a dit, on va le redire, c'est pas du tout la même chose que de l'AP1. Tu peux t'en prendre à une variété de cibles beaucoup plus vaste. Alors, le Caster 2, c'est pas mal parce qu'il a quand même un sort qui booste le mouvement, ce qui manque au Nain. Mais qui demeure sort de niveau 2. Et comme tu le mets dans une unité que tu mets dans un transport, de toute façon, tu pourras débarquer qu'à 6. Très honnêtement, même si le domaine de sort des nains est pas mauvais, c'est pas incroyable, mais il est pas nul. On verra quand on fera une review de la liste d'armées nains. Ah bon, on va en faire une ? Oui, mais ça va arriver dans pas très longtemps. Attends, si vite ? Non, pas vite, je veux dire pas très longtemps. Personnellement, moi j'aurais plutôt mis l'option qui donne AP+1 à l'unité qui l'accompagne, parce que là tu vas avoir 2 tirs AP3 par mec, et là ça fait vraiment très mal. Donc comme nous le disions tout à l'heure, dans la drilleuse. La drilleuse, c'est quand même costaud comme engin. Hein. C'est en bouche, hein, oui, qualité 4+, défense 2+, stuff 12, donc... Fast, impact 6, transport 11... C'est ça. Et puis au CAC, sur un malentendu. 6 attaques AP4, combiné à l'impact, ça peut faire la blague. Le gros avantage, c'est le Tough 12 pour un véhicule de transport qui arrive en embouche, parce que ça va être difficile de le sécher flat et de piner l'unité qui était dedans, parce que 12 PV, ça ne tombe pas comme ça. C'est plutôt une bonne unité, la drilleuse, qui n'est pas excessivement chère en plus pour ce qu'elle fait. Elle vaut ses points, vraiment. Il a intelligemment compensé le manque de mobilité piétonne de ces mecs, en mettant des unités qui peuvent arriver en embouche, dont notamment 2 squads de 5 mineurs qui arrivent en tunnelier, donc jusqu'à plus de 1 pouce de l'adversaire, donc tu peux les mettre pratiquement où tu veux, et qui ont la même arme que les Iron vétérans, c'est-à-dire des shotguns, 2 tirs AP2 par tête à 6 pouces, mais tu t'en fous parce que tu fais pas un. C'est vraiment l'unité goldée de l'armée.
Elle est, Le tunnelier... elle est chiante. Enfin, le mineur, pardon. Ils sont très bien pour aller s'en prendre aux petites unités de soutien de l'adversaire et quasiment les one-shot. Et de toute façon, ben, ils sont pénibles parce qu'ils arrivent où ils veulent. Ils peuvent te contester de l'objectif, scorer un objectif isolé tranquillou bilou. Tu sais quand même que... 115 points, c'est vraiment pas mais cher. voilà, les mineurs, c'est quand même beaucoup moins cher que les dépeceurs, par exemple, Oui. chez les Robot Legion, ou d'autres unités avec la fameuse règle de tunnelier qui existe dans les listes d'armées par Après, ailleurs. ils ont le défaut qu'ont tous les nains, c'est qu'ils ont slow, donc ils arrivent en tunnelier certes, mais une fois qu'ils sont là, bah, ils iront pas beaucoup plus loin. On va avoir une escouade de gardes en armure, en Ouais, peau dessus. les Terminator nains. Voilà, donc là qu'on va avoir clairement équipé pour le ratata, 3 tirs AP1 à 24 chacun. On va leur avoir laissé les marteaux. Oui, parce que c'est l'option la moins chère. C'est Pourquoi l'option pas. la moins chère, donc pas la peine de dépenser des points. Voilà. C'est de l'embouche, ça permet d'avoir encore une fois beaucoup d'unités en embouche pour séquencer le placement. Exactement, pour pouvoir aussi avoir de la projection sur table, hein, tout simplement. Alors ils sont pas extrêmement puissants, parce qu'ils n'ont finalement que 9 tirs AP1, mais ils coûtent pas cher C'est pour pas une faux. unité de ce type-là, 3+3+, 9-3, embouche, machin. 275 points, c'est pas excessif, ça reste encore dans la gamme des unités preneuses d'objectifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, Le Battle Tank. qui est L'unité Locon anti-aircraft de cette armée. 6 attaques AP3 Locon à 30 pouces, c'est quand même très très correct comme armement. C'est la qualité 4+, qui fait défaut. Voilà, plus 6 attaques AP1, effectivement, ça ne touche que sur 4+, mais il lance quand même beaucoup de dés. Il a l'avantage d'apporter du fast à une armée qui manque de mobilité, donc ça c'est plutôt cool. Globalement, c'est ni bon ni mauvais, je trouve, le Battle Tank des nains, c'est moyen. C'est mieux que le marcheur. Là, je suis pas d'accord, le Master c'est une super Oui, mais unité. c'est pas tout à fait le même prix. Le Dwarf Walker, 470 points, 3+2+, 9-12, Fear 2 slow. Bon, 4 attaques AP1 au stomp comme tous les marcheurs. Et par le contre, problème, voilà. Le problème, c'est encore une fois, on va le répéter sans cesse, on ne joue qu'avec des figurines qu'on a montées peintes. Alors lui, c'était parce qu'il allait chercher aussi la note de modélisme. Donc il a été obligé de le jouer avec l'autocanon et le Heavy Fusion. alors c'est bien parce qu'il pose des menaces à différents types de cibles. Effectivement, en première lecture, tu t'orienterais vers deux fois l'autocanon pour ou faire 2 fois le fusion. 12 tirs à P2 à Exact. 36 pouces. Le problème, c'est que son Heavy Fusion Rifle, qui est très bon, hein, 2 attaques à P4 d'Eddy 3, ne porte qu'à 18 pouces et que le bousin est slow. Sauf que lui, il a une qualité de 3+. Voilà. Alors oui, il tire très bien, c'est une très bonne unité, hein, le Dwarf Walker. Il a un petit peu de monde sur table, il a pas mal de monde en FEP, il s'assure souvent l'initiative au tour d'après. Il a des unités structurantes en fait. Et c'est confortable. Et qu'il a une liste qui globalement fait tout plutôt bien et qui surtout va poser à l'adversaire une multiplicité de petits problèmes à gérer un par un, mais qui, mis les uns derrière les autres, font que tu risques de déjouer face à ça, parce que finalement, il n'a rien d'extrêmement cher, à part son tank et son marcheur. Bon, il finit 10e, mais... Parce que c'est un nouveau joueur. C'est un tout nouveau joueur, c'est son premier tournoi. Mais qui progresse vite. Mais qui progresse vite. Alors là, cette fois-ci, c'est la liste... El numéro 2. Eh oui, tu spoil. Et pour moi, c'est la liste surprise. Oui, je confirme. Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait marrant, mais... Raf. Ouais. Bah ouais, mais non. Donc on a une liste Alien Hive gros nid, Avec 6 pauses. avec 6 pauses, donc déjà c'est peu. Voilà. Euh, Donc, Live Lord des familles à qui on ne met pas les ailes pour aller surprendre T2 et laver du monde, mais qu'on laisse à pied au sol avec des épées Rending AP1 et le Caster 3. On va enchaîner avec les Ozo, donc les Synapse Beast par 3 avec Caster 3, la Regen, etc., etc. On va enchaîner alors, avec... Castor 3 tant qu'ils sont 3. Oui, tant qu'ils sont 3. Le Carnivorex, qui lui va apporter un petit peu de solidité et surprenamment avec le poison. Voilà, 12 attaques poison fiable, donc il touche à 2+, le sagouin. Alors c'est très bien pour aller gérer de la masse. Parce qu'il n'est pas extrêmement cher, que effectivement tu balances ça au milieu d'une horde quelconque, bon, ça va voler dans tous les sens, et à la riposte, ça lui fera que dalle. C'est ça. Le Psychorex, parce qu'après tout, on n'a pas encore assez de casters dans la liste. Avec Phéromone, qui lui permet de pouvoir bouger les unités, qui est une figurine assez solide. Bon, qui se défend au cac et qui encore gère la masse au tir. Et qui n'est pas ridicule au tir. Voilà. On a d'un Shadow Leaper, hein, donc... Alors ça, c'est de la FEP. Hein. Oui. Les Shadow Leapers, c'est pour moi
C'est les bons d'histoire de Von Ryan. C'est pas l'unité goldée de la faction parce que les Titi, on l'a vu, il y a énormément de choix, de possibilités, de construction, mais c'est une excellente unité du livre d'armée. Ben, ils ont à eux tous 12 attaques poison fiables, donc même ligne d'attaque que le Carnivorex. Avec le stealth, voilà. avec le fast, avec l'ambush, avec le strider. Il y a Ambush, stealth, beaucoup de règles de mobilité qui fait qu'ils iront taper où ils veulent. Où ils veulent. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'AP et qu'on développe un fort volume d'attaque, on va rajouter le Tyrant Beast, version exocrine, le Tyrant Beast, avec le canon fracture. Voilà, qui va te fracturer 3 fois AP3 d'Idlissi, ça ne te rend pas. Voilà, ne touche qu'à 4+. Certes. Mais ça t'offre 18, donc tu vas pas le tomber du premier coup. C'est une unité que j'aurais bien voulu affronter. D'avoir autant de casters, le but clairement c'est de balancer de la régène dans tous les sens. Donc tu vas avoir une masse de gros nids avec beaucoup de points de vie, avec des bonnes sauvegardes, avec la régène en plus derrière. Alors oui, en première lecture, l'armée n'est pas spécialement létale. Parce que c'est souvent du 4+. Quand c'est pas du 4+, c'est des touches qui n'ont pas d'AP. Donc c'est pas une armée qui est conçue pour faire mal. Par contre, c'est une armée qui, une fois qu'elle aura pris la table, eh ben, tu vas avoir beaucoup de mal à lui reprendre. Donc c'est une armée qui va chercher ce que tu dois aller chercher en tournoi, le scoring. Et il a fait très bien le job pour faire du scoring parce que ben, les gros nids avec la régène, tout ce que tu veux, machin par-dessus, ben, il te faut 2, 3, 4 unités peut-être pour le descendre, voire 1 ou 2 tours. Et pendant ce temps-là, il est là et il marque des points. C'est ça. Et il te regarde et il te fait C'est exactement ce que tu as vécu. Tu l'as plus ou moins lavé, mais quelque part, il est. Quelque part, il a marqué ses points. Il a marqué ses points. Alors effectivement, il a fini quasiment table rase, mais sur un match nul. Donc il a joué ses points forts avec intelligence. Et c'est une liste qui, effectivement, quand tu la regardes, n'est pas spécialement sexy. Puis après, tu regardes le classement du tournoi et tu te dis, bah en fait, le mec a compris ce qu'il faut amener sur un tournoi. C'est ça. Il faut scorer. C'est ça. Et elle le fait extrêmement bien. Tout à fait. La liste Dark Eldar, Dark Elf Raiders. Alors, cette liste qui a fait polémique dans la dernière vidéo, où on nous disait d'un côté c'est complètement nul, de l'autre côté c'est complètement pété. Alors non, on nous a dit que c'était complètement nul, mais cependant, les Eldar noirs sont une armée complètement pétée parce qu'il y a vraiment quelque chose à construire avec les listes en boost fast, ce qu'on savait déjà dès le départ. Alors pour moi, cette liste a un des défauts qu'on évoquera en fin de vidéo, restez jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a 10 guerriers avec équipés Vanilla, donc avec leur tir poison à 24 pouces, plus 2 canons qui tirent à 24 pouces aussi, à 30 pouces, pardon, 3 attaques poison. Donc il y a beaucoup de saturation de poison, ce qui va être très très chiant pour les armées à faible sauvegarde. On va avoir un héros qui va rejoindre les Witch. Donc les Witch, ce qui est génial, c'est la règle Alors les Witch vétérans, oui. Avec la règle spéciale maintenant qu'on sépare les vétérans des unités stock. Et là les Witch, moi le dodge me régale. -1 pour toucher au cac, c'est vraiment pas mal. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire une unité qui est capable de, avec le Dark Strike, avec la PA, avec la règle de lance, avec l'équipement qu'on lui donne. C'est pas dur, hein. Tu balances 18 attaques, AP2, touche à 2+. Ouais, c'est génial. C'est relativement fiable. Hein, on va rajouter des vrais guerriers. Des true warriors. Voilà, des vrais guerriers. Ça, c'est l'unité anti-volant de l'armée, on va dire. Avec les 3 lanceurs Seed, donc une attaque AP3 Locon. Anti-volant, anti-élite, anti-véhicule. Anti-un peu tout, voilà. Tout ce que tu veux. Donc, pourquoi on ne met pas que des armes lourdes et que des armes chères sur ces 6-là? Parce qu'on garde une défense de 5+, et malgré tout... Donc, on veut quelques PV tampons. On en va en mettre une seconde, avec encore une fois des armes lourdes, mais là, du canon laser pour pouvoir gérer encore une fois. Les gros véhicules, ça touche bien, ça se place très facilement sur la table. On se souviendra du fameux mantra 2C1 et 1C1, donc on double. On a un autre boss qui lui va rejoindre les Nightmares. Bon, les incubes, hein. Voilà, donc l'incube, on le connaît bien. C'est de leur filer la régène. Voilà, leur filer la régène, parce que c'est une unité qui demeure intéressante quand même, parce que la règle de Slayer... c'est une unité qui s'adapte à ce qu'elle a en face. Tu as beaucoup de PEV, donc souvent ça va te pair avec une bonne sauvegarde. Et bien écoute, si tu as teuf 3 ou plus, et ben je te fais AP +2. Et puis le handling de base, ça permet de nullifier la régène. Donc voilà, ça envoie beaucoup de quiche, ça touche bien parce qu'ils ont une bonne qualité. C'est l'unité tanky de l'armée, parce qu'ils ont 4+, pas terrible, mais enfin c'est ce qu'il y a de mieux. Et la régène, donc...
Ils arrivent dans un raider, donc dans un raider qui les transporte et qui est donc en ambush. Oui. Et c'est là que le bas blesse, puisque c'est la seule unité en ambush. Pour une armée qui se retrouve avec beaucoup d'activation, très peu de chances d'avoir le T2, donc fatalement, il ne jouera pas en premier. L'adversaire reste libre de réagir. Après, le raider bouge à 20 pouces, mais bon, tu vas le sortir, et puis après, c'est l'adversaire de jouer, donc tu vas te le descendre. Oui, c'est rien pour temporiser. Voilà. Il y a quand même les Jetback Riders qui sont vraiment une unité pas chère à 235 points, qui ont quand même possibilité d'avoir un tir de fuseur, donc c'est toujours bien pour faire peur à l'adversaire. L'unité rapide qui va C'est ultra mobile. Tu as ensuite une bête Cloud Beast. C'est le seul truc qui est pas fast, mais ça ne coûte que 100 points. Et scout. Voilà. Et c'est scout, donc ça va quand même pas si mal que ça. Et ça tape plutôt bien s'ils attaquent AP1. Pour seulement 100 points, franchement, c'est cool. C'est pour ça qu'il la met. Pour une activation tampon, c'est très très bien. Et on rajoutera une deuxième unité de scout avec Flying cette fois-ci, avec les nuées de corbeau. Là. Bon, la qualité 5+, avec 3 attaques Rendling par tête de pipe, on sait ce que ça donne. Oui, c'est une très bonne nuée. Il y a beaucoup d'unités, donc tu as beaucoup d'activations, donc à un moment tu vas finir par, à la fin du tour, tu vas jouer à Warhammer 40 000, puisque tu auras encore 3-4 unités à jouer pendant que ton adversaire ira se faire un café. Le souci, c'est que très rapidement, tu vas plus avoir beaucoup d'unités sur table, parce qu'elles sont en carton. Certes, c'est très mobile, donc tu vas prendre la table rapidement. Certes, ça tape globalement assez fort comme armée, donc tu peux impacter fort l'adversaire. Le souci, c'est que tu ne survivras pas à la riposte. Et le souci, c'est que une unité en fait, c'est pas assez. À la limite, il faudrait ne pas en mettre. C'est ça. De mon point de vue, l'armée Eldar Noir est une très bonne armée. Oui. Le problème, c'est que la construction de cette liste n'exploite pas à son plein potentiel les capacités de la liste. On le voit bien dans le résultat qu'il fait au tournoi. Il finit en milieu de tableau. 7e. Donc on sait qu'on a un très fort potentiel pour ce genre de liste. Ça reste quand même très honorable. Surtout quand on sait que la construction n'est pas optimale. Non, clairement, il y a moyen d'optimiser tout ça et de faire un résultat encore supérieur. Ah, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des glavios en armure. Mon Dieu. Mais oui. Je croyais qu'on avait fait le ménage depuis la dernière fois. Ah bah non, excuse-moi, je voulais jouer les orques, mais les circonstances m'obligent. La V3-4 a eu raison de toi. M'a obligé à ressortir les tas de vomi, donc on a mis des tas de vomi. Alors, je disais tout à l'heure que HWK a une approche assez indirecte du jeu, qui consiste à t'obliger à faire des bêtises. Moi, j'ai une approche qui est très frontale du jeu, c'est-à-dire que je veux que ça tape ultra fort sa race, et que si tu me tapes dessus, je m'en fous parce que ça me fait pas mal. Voilà, c'est-à-dire que si on joue à Magic, lui il jouerait bleu, moi je jouerais pur rouge. Le souci, c'est le scoring. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'indispensable sorcier, Plague Champion, sorcier niveau 3, mis avec les zombies pour servir de chausson. Donc lui, il va distribuer des sortilèges de dégâts principalement. Lui, ça va être son rôle, de faire du dégât, ou de lancer du stealth pour protéger les unités, qu'elles soient encore plus chiantes à tuer. L'indispensable paquet de 20 zombies qui a fait le boulot comme d'habitude, parce que voilà, ils sont bien. Il n'y a rien à dire. Tu l'avais séparé, il t'arrivait de le séparer des zombies. Là, j'ai fait pas mal de tests et je me suis rendu compte que le sorcier parmi les zombies, c'était plutôt pas mal parce qu'il leur apporte un commandement de 3+. Oui. Il faut quand même déjà en buter 10, 11 pour leur faire un test de co, c'est pas évident. Et qu'en plus, le test de co, tu le rateras pas sur un 5, mais sur un 3. En plus de ça, le gros tas de 10 Plague Brothers avec un champion qui leur file la régène, des armes de tir dans tous les sens, pareil, ils s'installent sur la zone, ils tirent sur tout ce qui bouge, bon c'est fun, ils ont fait leur taf. Une petite Devastator avec des autocanons parce que la statue c'est bien. C'est la première fois que je te vois la jouer celle-là. Ouais, je la jouerai parce qu'elle a fait de l'excellent travail. Parce que, par contre, il faut bien l'écranter. Donc, il faut mettre une forteresse autour parce que c'est quand même 310 points. C'est-à-dire que c'est quand même immédiatement rentable ton histoire. C'est plus de 100 points par mec. Et ensuite, 2 escouades de termites, une avec faux et une avec armes combinées fuseur, dont le but est d'arriver, de flinguer une grosse bête, un tank ou une escouade de trucs avec Teuf 3, et ils ont bien fait le taf. Et dedans, je mets un champion Terminator qui soit va faire le sortilège qui fait une touche AP3, AP4, Deadly 3, donc un tir de fuseur supplémentaire, mais qui touche potentiellement sur 2+, soit le sort qui réduit le mouvement de l'adversaire, puisque lui, il va arriver en FEP, donc je pourrais arriver en FEP et distribuer le malus de mouvement à 2 unités adverses.
Donc tu as perdu en efficacité avec le wording du sort, mais par contre tu as gagné en zone d'effet. Effectivement, maintenant ça porte à 18 et plus à 12 et c'est très cool. Et puis les posséder flap-flap pour aller chercher l'objectif, aller attaquer des unités isolées lointaines, etc. On le répétera jamais assez, l'ambush avec fast et flying, c'est Bon, génial. globalement c'est une armée qui est assez bancale parce qu'elle manque de mobilité. La seule unité rapide c'est les mutants et ils sont fragiles. C'est une armée qui certes encaisse très bien, je veux dire. Et à chaque fois, mon adversaire en a pris plein la bouche. Mais j'ai pas marqué de points. Mais alors tu dis ça parce que les Terminators pour toi c'est une unité de positionnement et pas de... Bah justement, ils sont trop chers pour être une unité de positionnement. Trop peu nombreux pour résister à une riposte un peu organisée. Oui, enfin bon, ils lavent ce qu'ils sont censés Pas toujours, gérer. pas toujours. Les Death Shrouds sont devenus beaucoup moins efficaces depuis qu'on ne peut plus mettre vétérans au chef. Donc ils touchent plus sur 2+, ils touchent plus que sur du 3. Vous allez me dire, waouh, eh ben si, ça fait une différence. Ça fait souvent une touche de moins. Donc, Ouais, c'est plus 12 PEV, c'est 9. donc 3, bah oui, mais c'est la différence entre je te one-shot ton tank et ben, je dois m'y reprendre une deuxième fois. Et en attendant, je suis mieux de la pampa avec mes faux. Et il y a plein de gens hostiles qui te regardent de travers. J'ai toujours dit que c'était chiant ces jeux où il fallait réfléchir. Et globalement, c'est une liste qui a ses qualités, qui a aussi, dans un milieu compétitif toujours, donc tu ne connais pas la table, tu ne connais pas l'adversaire, tu ne connais pas le scénario, qui a trop de lacunes, qui a trop de défauts en termes de scoring et de mobilité pour que ce soit une liste qui aille loin dans un tournoi. D'ailleurs, c'est pas difficile, je finis 9e. Le fait est que je score tellement peu, que je fais à chaque fois des victoires avec des scores tellement étriqués que ben, je me retrouve en bas de tableau, et c'est légitime parce que c'est une liste qui a des gros défauts. Dans une optique de tournoi, dans une optique de match amical, c'est pas la même, c'est une bonne liste, parce qu'une win est une win, mais dans un cadre compétitif où il faut scorer, c'est une armée qui a trop de défauts, et ça s'est vu. Là, on arrive sur la liste Alien Hive de Eriga, où il nous propose énormément d'unités, beaucoup d'activations, de nombreuses figurines, des unités avec no retreat. Oui, c'est vachement bien. Donc on rappellera, hein, c'est la même règle que mort-vivant. Si vous ratez un test de co, vous n'êtes pas piné, mais vous lancez un dé par figurine restante, et sur un 2 ou 3, vous perdez un point de vie supplémentaire. Chose que je trouve particulièrement chère sur des unités de 10. 2 unités d'assaut de grunt de 10, avec donc no retreat, à qui il a mis 2 armes qui font attaque 2 AP4, parce que ça fait la blague. Voilà, ça peut toujours être chiant de te prendre 2 touches AP4 au milieu d'une escouade de Gaune que tu dis, bon, ils sont plus ou moins inoffensifs. Pas vraiment. Alors, moi, je suis pas... C'est le cadeau surprise. Moi, je suis pas fan. C'est des points pour moi qui sont dépensés inutilement, dans le sens où on reste sur de la qualité de 5+. Mais et ils ont tous Furious. Oui, mais encore faut-il qu'ils chargent. Le problème, c'est que ces gens-là... Après, ils sont très mobiles, donc... Ils sont faits pour faire peur. Ils sont faits pour gaspiller les munitions d'en face. Ils ne sont pas faits pour arriver. C'est vrai que 165 points les 10, ça reste un petit peu cher pour l'unité d'absorption. Les shooters grunt, je les ai trouvés étonnamment bons, 3 x 10, 170 points. Bon, pour moi, c'est la surprise en lecture de livres d'armée. L'intérêt du shooter gun est remonté par rapport à la Ah oui, parce qu'il y a quand même, ça sature quand même beaucoup. Et une fois de plus, il n'y a pas de PA, c'est pas bien. Ouais, il y a un moment, tu prends tellement de balles dans la tronche que tu vas finir par rater ta sauvegarde. Et que c'est pas cher. Un synapse tyran avec des psychogrunt, alors ça c'est c'est la surprise du tournoi. Mais ça c'est le truc goldé. Ouais. On a discuté, mais en fait c'est tellement bien, parce que les psychogrunt, ça te fait quand même 5 points de vie tampon. Ils ont Spell Warden qui donne +1 au casting. C'est génial. Voilà, ce qui fait que tu as quasiment l'équivalent d'un Castor 4. Pour 60 points. Par rapport à 3 zoanthropes, tu mets celui-là. Il n'y a même pas photo, parce que je crois qu'il y a 15 points de différence. Oui, parce que celui-là, il restera Castor 3 jusqu'au bout. Et ça. il a les points de vie. Et tant qu'il reste un Psychogrunt, Spell Warden marche encore. Donc, tu as +1 à ton cast. Sur un malentendu, les 2 attaques AP1 Blast 3 à 18. C'est pas négligeable, c'est même plutôt très bien. Il avait mis des guerriers Titi à pied en ratata avec un boss qui leur donne la Advanced Tactics des Titi. Alors pas en ratata, ils ont chacun un tir Blast 3. Oui, d'accord, c'est-à-dire que ça crachote. Voilà, le problème c'est qu'ils ont du coup que un tir Blast 3 et que pour avoir ton Blast, il faut que tu touches. Donc je préférerais pour des unités à 4+, des tirs qui font de la saturation. Parce que t'es pas à l'abri d'un mauvais jet de dés. Et d'un côté, tu vas faire chou blanc parce que tu as un mauvais jet de dés sur peu de dés, et l'autre, un mauvais jet de dés sur beaucoup de dés, tu feras quand même quelques touches. Bref, on s'est compris.
Pas extrêmement convaincu par cette unité. Alors il y a quand même phéromone sur le chef pour pouvoir donner un mouvement gratuit à un copain. Le sujet, il n'est pas sur la présence ou non de phéromones. Le sujet, il est sur la présence d'une unité qui est concentrée sur le blast à 24, sans PA, pour une armée qui gère par ailleurs parfaitement la masse. Et enfin la Death Star, donc on a 6 guerriers volants, donc embouche flying, tout le monde avec des attaques AP4, donc ça fait quand même 24 attaques AP4. Plus le chef. Plus le chef. Donc ça fait 28 attaques voilà, AP4. 28 attaques AP4. Alors certes, seulement à 4+. Maintenant faites le calcul, hein, ça fait quand même 14 touches. Le problème, c'est la même chose que pour les Dark Eldar, c'est qu'il n'a qu'une unité en FEP. Catastrophe, surtout lorsqu'on met près de 600 points dans une unité qui est censée faire le ménage et qui doit impacter fort. Alors le souci, c'est que déjà il n'y en a qu'une, donc il n'a pas de pause en embouche pour temporiser, et qu'ensuite il a tellement d'unités sur table qu'il n'aura jamais l'init. Donc il va la poser. S'il la pose à portée de charge, 12 pouces, il y a quand même de très fortes chances que tu aies quelque chose à côté pour leur laver la tronche, même s'il y a quand même un gros pool de points de vie, mais ils n'ont qu'une qualité à 4+, avec Fearless certes, donc 4+, 4+, pour le test de morale, mais en même temps, ils ne sont pas extrêmement résistants. Contre toi, ils n'ont rien fait. Ah non, ils ne pouvaient pas, puisque je réagissais avec mes FEP et j'avais forcément Voilà. le T2. Contre moi, ils n'ont rien fait non plus, parce qu'il a FEP. Après, c'était à moi, parce que j'en ai 3 et qu'il n'en a qu'une. Donc, du coup, j'ai mis l'unité qui était conçue pour leur péter la tronche juste en face. Et comme il avait pas terminé le tour précédent, c'était à moi de jouer. Donc, j'ai one-shot. Excellente unité, mais pas dans ce contexte de liste, parce que tu pourras concrètement presque jamais t'en servir, sauf si le positionnement des décors t'est très très favorable. Mais c'est une variable que tu ne peux pas prendre en compte dans une construction lisse parce que tu ne sais pas sur quelle table tu vas jouer. Donc pour moi, ni avec quel scénar. Pour moi, c'est clairement une erreur de le jouer dans cette condition. Alors, c'est une bonne unité qui peut faire la blague, mais pas dans ce contexte-là, parce que tu la joueras jamais en fait. Tu vas la mettre et elle va se faire éclater. Et pour finir, dernière unité de la liste. Le Carnivore Rex. Voilà, qui moi me faisait peur parce que sur un malentendu, on se retrouve avec une unité très solide. Deux attaques AP2 à 36 pas avec le fameux Didlisis Locon. Donc il suffit qu'une seule passe sur un malentendu, et moi je suis mal avec mes volants, donc il me fait tester, une chance sur deux de le perdre, donc c'est vrai que c'est pour ça que... Après, ça reste une unité qui coûte cher quand même, qui n'a que AP2, ce qui est un peu juste. Après, il est sauvé par sa excellente portée de tir et le Locon, mais bon, globalement, ça reste quand même un épouvantail. Ça fait partie de ces unités où tu te dis, il va peut-être falloir que j'y pense quand même, parce que sur un coup de bol, je vais prendre très très cher. Oui, sur les véhicules en face, voilà. C'est l'unité qui va lui servir à repousser les véhicules. Repousser très très loin, hors de la table, parce que 36 pouces de portée. Non, mais je veux dire, à considérer la zone de danger. Exactement. Mais clairement, la qualité, la PA... Pour moi, c'est une liste qui part sur un archétype intéressant qui est du MSU en Alien Hive. C'est-à-dire que tu as énormément d'activations de bébêtes qui courent très très vite. Une fois de plus, on est dans un optique de tournoi, il faut scorer. Donc là, tu peux avancer, scorer, tu te la fais laver, c'est pas grave, il y en a une autre derrière, elle avance, elle score, tu te la fais laver, tu t'en fous, t'en as encore une derrière. Il y a quand même quelques petits défauts de conception dans la liste qui font qu'elle aurait pu beaucoup mieux performer que ça. C'est juste la construction qui nullifie 1100 points de liste parce que la structure fait qu'on ne peut pas les exploiter. Mais bon. Et troisième liste, Alien Hive. Et oui, parce que c'est pas pour rien que Alien Hive c'est top méta. Hein. Ah ben tiens. Donc la liste de Nudge. On a quand même pas mal drillé sur cette liste avant le tournoi. Hein. Ben c'est les seules figurines qu'il a, donc c'est les seules figurines qu'il joue depuis le début. C'est ça. Et c'est sympa parce que je l'ai vu s'épanouir avec cette liste. On sent le joueur qui commence à prendre de l'aisance, de la confiance et qui s'amuse à la table. Et ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors on va avoir le Hive Lord, hein, bien sûr, donc le prince avec les ailes, les 12 attaques AP4, la régène, les phéromones, donc l'Advanced Tactics des Alien Hive. Bon, quelque chose de solide qui arrive en FEP et qui fait le ménage là où il tombe. Voilà. D'autant plus que le salaud n'arrive pas tout seul. Non. Alors, on le verra après, mais ensuite, en unité de ligne, on va retrouver deux unités de Assaut Grunt avec... le poison en mêlée. Le poison en mêlée. C'est très bien, parce que ça les rend vachement plus redoutables. Beaucoup d'attaques. C'est très mobile, fast strider. Pourquoi on lui paye le no-retreat alors qu'on disait précédemment que c'était pas tout à fait opti? C'est parce qu'on est obligé d'atteindre les points. Oui.
Ça permet sur un malentendu de corriger quelques erreurs ou quelques faits de jeu. Les shooter grunt pour du ratata sur le même principe. Les support grunt. Alors, parce qu'ils sont dans la boîte, mais aussi et surtout les support grunt. Pourquoi? Parce que c'est une petite unité que tu places chez toi en limite de zone. Coûte pas cher, donc tu vas pas naturellement, comme adversaire, t'orienter leur destruction, d'autant que c'est facile de les cacher, puisqu'ils tirent en indirect. Et voilà. Et l'intérêt de cette unité, c'est la blague que peut faire le Blast 3 avec la règle de rending. Parce que si tu fais ton 6, c'est les 3 touches du Blast qui seront AP4. Dans tous les cas, ça annule la régène. L'unité Relentless qui fait que il touche pas si mal que ça du tout, d'autant plus que comme ils sont en indirect, tu ne vas pas essayer de trop les bouger. Non. Donc tu vas maximiser cette règle. Je trouve que c'est une unité qui est intéressante en late game, quand il reste des petits bouts d'unité à droite à gauche. Là, ils vont pouvoir s'exprimer en étant pénible pour l'adversaire, parce que tu fais ton 6, spam, et tu fais mal. On va rajouter évidemment dans cette liste 2 unités scouts avec les Genestealers. Donc c'est une très très bonne unité parce que le scout en face, Strider, si le mec en face, il n'a pas intellectualisé, il n'a pas tout à fait lu la liste. Donc il fait une petite imprudence, il prend sa charge T1, ça se bat bien. Et l'unité n'est pas très chère, à 170 points les 5. Si tu les perds, c'est pas catastrophique. Non. Donc, bonne unité de projection. C'est ça. Et surtout, alors la blague, pour 65 malheureux points, les 3 voraces en embouche. Alors, très bien dans le contexte de la liste, parce qu'effectivement, ils te permettront de temporiser tes frappes en profondeur. Et oui, parce que les frappes en profondeur, elles continuent, avec le Lictor, qui pour moi est une des meilleures unités de la faction. Très bonne unité, le Shadowhunter. Bon, là, modulo équipé avec le poison reliable, donc... il s'orientera plus vers aller chercher les unités faiblement protégées de l'adversaire, voilà. À qui il fera très très mal, parce que ça touche à 2+. On aurait eu tendance à lui mettre les 6 attaques AP4, mais il n'y a pas les points. Voilà, mais là, il n'y a pas les points, et surtout, lui mettre le caster 2, parce qu'il vient vraiment en support des autres unités. Il va lancer le sort de niveau 1 qui te fait -1 aux commandes sur 2 unités, puis il va impacter, le mec va faire un test qui risque de rater. En plus de ça, il a le takedown, donc c'est-à-dire que tu charges, tu choisis une figurine dans l'unité, et sur un 2+, tu lui colles une touche AP1 d'Edby 3. Donc, c'est le sniper de CAC. Sur des unités de corps à corps faiblement protégées, genre les Dark Eldar par exemple. Ou les Boys Orc. Voilà aussi, tu dis bonjour la succube, la chef succube, là tu es morte, parce que AP1 certes, mais tu as une sauvegarde K5, et puis ensuite tout le reste va se prendre une rafale de touches à 2+, poison. Tu vires la régène d'en face. Sur les Witch, etc. Donc effectivement, il n'est pas aussi versatile qu'il aurait pu l'être en ayant des touches AP4, mais... Voilà. Contre des cibles spécifiques, il va faire très très mal. C'est ça. Surtout qu'en plus, ça arrive après la grosse unité de la liste. Saleté ce truc. Ça, c'est le Trigon, c'est intéressant. Oui. Donc le Burrower, c'est quelque chose qui est assez solide. Qui a la règle de... Tough 18 régénération, voilà. C'est solide, c'est un euphémisme. La règle de surprise attaque, en fait, c'est intéressant parce que on a des problèmes parfois à poser ces unités de FEP équipées de gros socles. T'as vite fait de te retrouver hors table. Voilà, le souci, l'avantage là, c'est que la règle de surprise attaque nous donne la règle de tunnelier, donc, qui nous permet de positionner jusqu'à un pas maximum, enfin à plus d'un pas d'unité. Donc le socle rentre plus facilement. Ça devient beaucoup plus facile de le mettre en place. En plus, attaque surprise, comme on l'avait déjà dit, tu lances 3D sur chaque 2+, tu fais 2 touches à P1, donc le truc, rien qu'en arrivant, il fait déjà mal. Mais il a quand même une méga tartine d'attaque, 6 attaques à P2 plus 12 attaques à P4. Il ne viendra pas tout seul, il y aura le Prince Titi pas trop loin, donc tu vas rapidement te retrouver avec dans ta zone 2 grosses bêtes très énervées qui frappent extrêmement fort, et tu ne pourras pas gérer les deux. Ils viennent encombrer le plan de bataille que tu as mis en place. Exactement. Et pour un jeune joueur, il échoue quand même à quelques pas du podium, puisqu'il finit 6e. Oui, ce qui est très très correct. Donc on a déjà une armée qui commence à avoir bien en main, qui est une conception saine de base et qui peut encore aller vers du mieux. Et puis le scoring s'explique aussi en partie par la fameuse remontada à la dernière game où il score quand même 16 points de victoire. Et oui, mais les 16 points, il faut les prendre. Ah oui. Voilà, donc il a fait un gros score sur la dernière partie qui lui permet de bien se placer dans le tableau. C'est l'avantage des Alien Hive qui sont tout à fait... Ils ne sont pas top méta pour rien. Voilà. Une liste sœur de bataille. De sœurs bienheureuses. De sœurs bienheureuses. Là, je te laisse la commenter parce que je dois dire que moi, en première lecture sur cette liste, on ne sait pas trop si c'est du MSU, on ne sait pas trop si c'est... Voilà. Et j'ai eu énormément de mal, moi, à la lire, cette liste.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence par un chef, hein, donc une High Sister, alors céleste, donc c'est-à-dire que c'est une infanterie vétéran, donc elle est 4+, 4+, mais 3+ pour ce qui est de toucher au tir ou au corps à corps. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter Flying, Ambush et Caster, ce qui tombe bien, parce que globalement, le domaine de sort des sorts bienheureuses est plutôt correct. Et puis elle tape pas pour rigoler au cas comment on tire. Hein. Non, elle balance quand même 2 patates à P4. Au tir, elle a quand même 2 tirs à P4. Alors je suis toujours un petit peu dubitatif sur l'intérêt de mettre des armes de tir qui sont un surcoût pour des figurines qui vont se destiner au corps à corps, parce que souvent tu ne t'en serviras pas. Elle est toute seule, donc typiquement ça va être le caster qui va se promener sur la table pour lancer ses buffs à droite à gauche, et éventuellement, si elle survit jusque-là sur du late game, elle va impacter des unités déjà fortement entamées pour finir le boulot. Est-ce qu'on peut peut-être détailler le domaine de sort des sœurs bienheureuses, parce que peut-être qu'il y a une blagounette à faire avec. Qu'est-ce qu'on a? On a le niveau 1, tu choisis 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces qui gagnent poison. En mêlée. Voilà, ce qui est pas mal quand on a de la P4. Oui. Ensuite, on en a une qui, tu choisis une unité ennemie qui prend 4 touches. On peut choisir 2 unités ennemies dans un rayon de 18 pouces qui ont -1 à leur jet de défense la prochaine fois qu'ils prennent des touches, quelle que soit la source des touches. C'est fort. Que ce soit au tir ou au cac. C'est fort. Ouais. On a le sort de snipe. Voilà, donc 2 touches à P4 sur une figurine ennemie choisie. Et ensuite, les sorts de niveau 3, on choisit 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces qui gagnent plus 18 de portée la prochaine fois qu'ils tirent, plus 18 de portée. Les fuseurs rigolent 0. Alors, c'est pas facile à lancer, mais ça peut être très très pénible pour l'adversaire qui dit « Bon, ça va, il est loin avec ses fuseurs. Je tire à 30 pouces. Ah. » Bon, tu comprends pourquoi elle est niveau 3. Hein. Voilà. Et enfin, un sort qui cible 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces et leur inflige 6 touches, c'est pas terrible, clairement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une chef novice, donc 5+, 5+, c'est pas foufou, mais elle est furieuse. Elle donne Super Furious à elle-même à l'unité qu'elle rejoint, donc les 5 et les 6 font double touche. Est équipée d'une Heavy Chainsword de base, donc 4 attaques à P1. Tout ça pour seulement 70 points, ben c'est pas très cher. On les met dans des novices qui ont donc des grosses armes avec medical training, donc la régène, qui ont Furious, donc c'est l'intérêt de la Super Furious. L'unité distribue 20 attaques à P1. Avec la régène, elles n'ont qu'une qualité de 5, mais ne pas oublier que chacune de leurs touches comptera double grâce au buff du chef, donc elles touchent plutôt bien en fait. Et elles sont pas chères. Non. Donc, bonne unité de choc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des Vanguard Sister, alors là, c'est un peu le couteau suisse de l'armée. 10 figurines à 360 points, celui 4+, 4+. Scout Strider, donc ça se déplace. Ça, c'est la combo idéale. Hein. Ça se déplace très bien. Et 2 fuseurs et 4 shotguns. Donc autant dire que quand tu rentres dans le rayon de 12 pouces, ça rigole 0. Ouais, tu te prends beaucoup de tirs. Ensuite, on a une High Sister Célestiale, donc toujours infanterie vétéran. Hein. Elle donne stealth à son unité. Dentée, donc ça la rend quand même assez résistante, qui va être avec des guerrières célestiales. Il y en a 3 et elles font de la saturation rending. Donc, avec le medical training. Voilà, avec medical training. Ne pas oublier que tout le monde chez les sisters a Devo, qui fait que si tu tires sur une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces, tes 6 font double touche. Donc c'est du relentless, à courte portée, mais sans l'obligation de rester immobile. C'est du rending, donc c'est toujours chiant. Et l'unité est globalement pas très chère. Après, je trouve que mettre un buffer à 95 points avec une unité à 160 points, peut être utile fallu en mettre 6 pour rentabiliser le buff du chef. Mais encore une fois, tu sais ce que j'en pense, moi, de la règle de stealth dans une armée qui a besoin de se rapprocher pour trouver son déjà, efficacité. Et aussi et surtout dans une V3 4 qui fait la part belle aux armes locon. Hein. Ensuite, on a une chef Terminator. Donc, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène aussi le stealth. Donc, elle est en embouche. Et est accompagnée par 3 termites qui ont aussi le shield wall et aussi 3 attaques AP1 rending par tête et toujours en bouche. Donc, c'est une unité embuscade CAC qui globalement coûte pas très cher. Elles ont quand même un impact intéressant, ça peut être pas mal. Et enfin, le tank Org, comment ça s'appelle à 40 ? L'exorciste. L'exorciste. Et en attaque, il y a quand même 3 attaques AP2 Deadly 3, Locon. Donc c'est pas mal du tout. Je trouve quand même que 400 points, ça reste un peu cher pour une unité qui a des armes anti-char à seulement AP2. Qui certes touchera toujours à 4+, mais qui n'a que 3 attaques. Donc stat, tu fais une touche et demie par tour.
Toujours pareil, sur un véhicule, ce qui est sa cible naturelle, il sauvegardera à 4+. Donc l'Assault Walker qui lui va être concentré sur le CAC avec Le sa CAC régène, le avec... CAC lourd. et puis surtout avec le Scout, avec le Furious. 8 attaques AP4. Voilà, ça commence à taper, 3 attaques Donc AP1. lui, ça va être bon. du chasseur de monstres ou du chasseur d'élite. Exactement. Et le Support Walker, donc, qui est équipé avec rapide, donc 6 tirs AP1. Après, il y a Elite Devote quand même, donc tes touches proc sur du 5 et 6, et pas seulement sur du 6, donc ça sature quand même plutôt pas mal, mais avec une arme qui manque un peu d'impact. De mon point de vue, il y a un souci avec la construction de cette liste. Il y a un petit peu de tout. Parce que, voilà, c'est le problème. Ça manque d'un axe. Elle fait rien bien. Le souci, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on est dans une optique de jeu organisé, on ne sait pas sur quelle table on va jouer, Oui. on ne sait pas quel adversaire on va affronter, quelle liste on va pratiquer, et on ne sait surtout pas quel sera le scénario. Il faut être suffisamment polyvalent pour répondre à toutes les situations. Malgré tout, si on tombe trop dedans, on se retrouve à un peu tout faire, mais à rien faire bien, en fait. Ben là, on a un petit peu de cac en FEP, on a un petit peu de cac à pied, on a un petit peu de ratata à courte distance, on a un petit peu de saturation, on a un petit peu de tout, mais effectivement... Elle ne peut pas arbitrer la pose de ses FEP avec les High Sisters, parce que le problème, c'est que la seule autre FEP qu'elle a, c'est le Caster 3 qui est structurant. Tu peux pas tellement te permettre de t'en servir comme FEP tampon ou de temporisation, parce qu'il y a 215 points. Globalement, une liste qui a un petit peu le cul entre deux chaises, il y a beaucoup d'activations, donc tu peux pas mal temporiser pour attendre de voir ce que l'ennemi va faire. Typiquement, c'est une liste d'une joueuse, en l'occurrence, de 40K. Voilà. Oui. Le problème, c'est qu'à OPR, on est sur un jeu en alterné. C'est du à toi, à moi. Ça veut dire que lorsque tu dois, pour pouvoir exprimer le potentiel de ta liste, enchaîner les activations. Compter sur le fait que ton adversaire va te laisser mettre ton plan de jeu en place. C'est la liste de Vladinouchou d'amour. Ouais. Donc pareil, on part sur du ground zero, mais le souci de Vlad, ça a été l'arrivée de la V3-4. C'est une liste par dépit. Ouais, c'est une liste par dépit, on le sent. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire, de toute façon, c'est ce qu'il pense aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a un Master Brother vétéran avec les Assault Brothers, donc il touche à 2+, Warchain pour buffer un petit peu tous ses copains, les classiques double griffe éclair, donc lui il va buffer son unité, c'est parti. On a dit Assault Brothers avec les 4 Energy Fist, les vétérans Assault Brothers, que je me suis pris dans la figure et c'est surprenant comme ça tape fort. Par contre, c'est des chips, parce qu'ils sont que 3. Ouais. Donc, 2 Heavy Chainsword, donc ça balance quand même 8 attaques AP1. Plus un gantelet, donc tu te dis, bon, ils sont que 3. Ouais, bouge pas, reste là. Le souci, c'est que 190 points pour 3 points de vie. Hein. Les Support Brothers par 6 avec 6 fusions rifle. Le grand classique de chez Vlad. Le grand classique de chez Vlad, je sors, je lave. Bonjour, t'es mort. La deuxième, mais pas pour les mêmes cibles, 3 Support Brothers avec 3 Gravity Cannon. Donc là, bonjour, t'es mort, mais sur la masse. Le tout monté chacun d'entre eux dans des Land Speeder avec Transport 6. Pas de drop pod cette fois-ci. Et le Master Destroyer avec Advanced Tactics dans une escouade de 3 destroyers avec les gantelets. Donc gantelet bouclier, la bonne combo qui fait plaisir. La bonne combo qui fait plaisir. C'est tanky, ça tape super fort. Combo que finalement je préfère au Heavy Chain's Fist de... je trouve aussi, plus polyvalent, parce que là tu peux les envoyer chercher à peu près n'importe quoi. Donc Vlad, là, on considère qu'il sous-performe par rapport à ses capacités. Donc oui, effectivement, il sous-performe, mais de toute façon, je ne crois pas qu'il s'attendait à faire une grosse perte dans la mesure où il a conçu une liste dont il n'était pas satisfait et que c'est toujours problématique quand tu arrives dans un tournoi avec une liste où tu te dis toi-même... Par défaut, par dépit. Bof. Le joueur est bon, la liste est... Voilà. Donc là, pour finir, dernière liste, Orc Marauders de Moa. Da Boys. Da Boys. Donc typiquement... c'est la liste all-in, par excellence. Ouais. Voilà. Bien conçue cette liste. Hein. Très bien conçue. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a? Le petit sorcier Gretchen tout seul, vendu cul dans la plaine, Caster 3, à seulement 90 points pour donner des buffs à ses petits copains. La petite bande de Gretchen pas cher pour aller épuiser les tirs de l'adversaire au premier objectif, et quand tu te dis, il faut que je les fume pour marquer des points, 70 points, chier, gaspillage de tirs. Et pourtant, il faut que tu le fasses. Et alors avant de continuer, on va s'attarder sur le domaine de sort des orques. C'est très intéressant parce que en niveau 1, vous choisissez 2 unités amies à 12 pas et ils gagnent Stealth.
Et ça, c'est très cool pour Ça, une c'est armée fort. qui a peu d'armure. Oui. Et en niveau 2, tout de suite, on va choisir 2 unités amies à 12 pas qui gagnent Rending en mêlée. Donc t'envoies une telle tartine d'attaque avec les orques qu'avec Rending en plus, c'est plus la même bande de boys. Voilà. Et pour finir, en niveau 3, on choisit 3 unités amies à 12 pas qui vont gagner la règle de vol. Et ça, c'est cool. Ça, c'est Ou fort. sinon, un sort de dégâts qui fait bobo, tu choisis une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces et tu lui colles 6 touches à P2 dans la face. Et ça c'est fait pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, pourquoi on s'attarde d'abord sur le Parce sur qu'il le a sort mis Parce qu'il a... tétrachier de Voilà. caster. Voilà. On a un orc leader, donc avec caster 3 qui rejoint 10 orcs flat. Voilà, tout nu. voilà. Pas de pince, rien. Juste un chausson pour le caster. Voilà. Un deuxième orc leader, du coup, qui va rejoindre une deuxième bande de boys. Voilà, et là, tu vas me dire, oh, mais c'est pas bien. Ouais, sauf que la bande de boys, si tu lui fous Rending, bah, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. Donc tous les deux. Donc déjà, caster 3 caster 3. Ensuite, on va avoir l'ultra boss avec le boss mob, donc ça commence à taper. Bah, 8 attaques à P4 pour le boss tout seul, il a Warcry, donc ça rend tout le monde fast. Hein. Donc ces enfoirés te balancent quand même avec le big boss 28 patates à P4, à qualité 3+, Furious. Bon. Ça lave tout ce que ça touche. Pour 655. Le boss leader avec les Beast Riders. Donc là, on est sur du chevaucheur de Squig énervé. Donc il lui colle Warcry pour que ça charge à 20 pouces. On a le Furious, des familles, le Fast. C'est 2 ultra clos dedans, donc 4 attaques à P4, hein, voilà. Donc ça lave quand même, hein. Ça fait le ménage. Oui, ça va très très vite et ça cogne très dur. Un truck avec pour transporter tous quelques types dedans. Donc, Bon, je pense principalement la bande de nobs. Voilà. Et un Orc Walker qui est pas si cher que ça, considérant l'équipement de base dont il Alors il l'a dispose. monté full cac. C'est ça. Ce qui est étonnant. Oui, mais avec le caster qui donne le fly. Ah ben oui. C'est plus la même. Alors il reste toujours mouvement normal, mais mouvement normal vol, c'est plus le même. Grosse liste, parce que 3 casters 3 sur une des armées qui a un des meilleurs domaines de sort du jeu, voilà. Ça synergise autour de ça, parce qu'en fait, tu vas me dire, il y a beaucoup de bandes de boys tout nus, mais une fois de plus, on peut tellement les buffer en te leur donnant du vol, en te leur donnant de rending, en te leur donnant du stealth, que ben, d'un seul coup, tes bandes de boys que tu... Ouais... Ben, tous les buffs mis bout à bout... Parce que si tu laisses traîner le stealth qui vaut jusqu'à ce que tu tires sur l'unité, si tu laisses traîner le rending qui vaut jusqu'à ce que tu tapes au cac, si tu laisses traîner tout ça, à force, tu te retrouves avec une unité qui est plus tout à fait la même que celle que tu as payée en fait. Pour moi, c'est une très belle conception de liste orc qui pêche malheureusement par le fait que c'est une liste qui est, alors sans méchanceté pour le joueur que j'apprécie beaucoup, mononeurone, tout à fait orc. Je vais te rentrer dedans, je vais t'arracher la tête avec les dents. Dans certains cas de figure, toujours pareil, dans une optique de tournoi où tu connais pas la table, tu connais pas le scénario, tu connais pas ton adversaire, tu peux te retrouver les bras attachés dans le dos avec oui, ok, je t'arrache la tête, mais je pourrais juste pas t'attraper, ou pas scorer, ou pas te tirer dessus, enfin voilà. Là, on est sur de la projection. Oui, ah bah Sur ça de va la vite. projection, je vais te taper dessus. Oui. Mais où sont les scouts? Où sont les infiltrateurs? Orques avec leur pain de PS4. Ouais, mais non, mais tu comprends, les Bloodaxe, c'est pas des vrais orques. Bon, il finit 5e quand même, hein. Oui, ah bah, oui, bah, parce qu'il y a un moment, si tu tombes sur une armée que tu peux attraper, à qui tu peux mettre des pains dans la tronche, bon bah effectivement, tu vas mettre des gros pains très très forts, donc tu vas bien scorer. On a fait la review de l'intégralité des listes. L'interminable review de l'intégralité des voilà, listes. qui était Heureusement que proposée. c'est chapitré. Et donc maintenant, on va s'attaquer à quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur lors de ce rétex, c'est de dire ce que nous en avons pensé de la méta. Je trouve que 5 parties compétitives sur un rythme assez soutenu sur 2 jours, ça m'a quand même pas mal ouvert les yeux sur certains éléments de la méta et de EPR en règle générale. Et sur 3 sujets en particulier. Exactement. Donc on va commencer pour moi par celui qui est le plus polémique, c'est la FEP, donc l'embouche, hein, et son corollaire excessif, le Ground Zero. C'est-à-dire, bonjour, je ne déploie rien. Et je mettrai mes figurines sur la table quand je l'aurai décidé. Le problème, pour moi, alors, on le voit, hein, là on avait 2 listes potentiellement Ground Zero, qui sont celles de Game Boy qui finit 4e avec un beau tournoi.
Voilà, Catwin quand même, et celle de Vlad qui finit bien plus bas dans le classement. On aurait utilisé la majorité des games en scoring T4 comme le propose Flat, Ah le bah Game règle Boy de base. finissait premier, hein, sans problème, hein, tranquille. Alors, je ne jette pas la pierre aux joueurs. La possibilité existe, c'est fun, Il l'exploite, c'est normal. c'est potentiellement performant, bah, vas-y, pourquoi ne pas le faire? Mais bah, tu joues pas à OPR. Dans la partie contre toi, ben, tu as joué tout seul pendant deux tours. C'est ça le souci. Ça veut dire que OPR est un jeu qui est pensé sur 4 tours. Donc on a une phase de déploiement qui vraiment structure la partie qu'on compte mener. Parce que sur les phases de déploiement, on a les pauses vanille. Ensuite, on a une micro-phase de scout qui vient temporiser les pauses précédentes et préparer le T1. Après, on a le mouvement T1. Puis après, on a une deuxième potentielle phase de déploiement avec l'EFEP en T2. Puis le T2 qui, la plupart du temps, est le tour qui dure le plus longtemps dans la partie. Oui, parce que soit les faibles, soit c'est le moment où on commence à engager le combat, où il y a encore beaucoup d'unités sur table, donc effectivement. Ensuite, on a le T3 avec les faibles qui finissent d'arriver ou qu'on a choisi de mettre à ce moment-là, où on va plutôt aller chercher les objets, où on va se souvenir qu'on a une mission et qu'il faudrait peut-être la remplir, tout ça, etc. Et pour finir, le T4 qui clôt le game. On va assurer le scoring, Voilà. faire de la micro-gestion, parce que souvent on a quand même déjà sérieusement commencé à s'entamer, donc là chaque unité compte, etc. Donc effectivement, le jeu est bien structuré en 3 phases, qui sont une approche, du combat de haute intensité, puis ensuite on tente d'assurer le scoring sur la dernière partie. Mais du coup, cette façon de jouer le jeu, et le jeu était conçu pour être joué comme ça, il fonctionne très bien comme ça d'ailleurs, quand tu joues une armée qui se déploie juste pas, et que tu peux décider de n'arriver que T3, en fait tu brises la dynamique du jeu. Oui. Alors, on t'y autorise, pourquoi ne pas le faire? Mais je sais pas, je suis dubitatif sur cette façon-là. Après, je me jette la pierre, hein. La moitié de mon armée est en FEP. Oui, et puis moi j'ai joué des Robot Legends Ground Zero aussi. Hein, Voilà. pas... Donc, effectivement, mais quand tu y réfléchis, le jeu, je pense, n'a pas été. Je pense pas, j'en suis persuadé, le jeu n'a pas été conçu pour tourner de cette façon-là. Donc, quoi faire? Déjà, ça me rassure un petit peu de voir que les deux armées full FEP n'ont pas roulé sur le tournoi, donc peut-être que ça va forcer à réfléchir un petit peu à d'autres approches du jeu, donc c'est plutôt pas mal. C'est le principe des tournois aussi, c'est de voir ce qui fonctionne moins bien, de s'en inspirer. Mais il n'empêche que je trouve un petit peu dommage, même à 40K, on ne le fait pas ça, il n'y a pas d'armée qui soit full FEP à 40K. Tu es obligé de mettre un minimum d'unités sur table. Et peut-être du coup qu'il y a un sujet avec le rewarding de la règle démon. Déjà, parce qu'effectivement, les démons qui pouvaient être nativement, sans même... L'armée était conçue pour fonctionner comme ça, tu ne te déploies pas, tu peux avoir tout le monde en embouche. Maintenant, non, tu vas devoir en avoir au moins la moitié en scout. Donc tu vas quand même avoir du monde sur table T1, au moins la moitié de ton armée. C'est quand même bizarre, je trouve, qu'une armée dont l'archétype est de ne pas se déployer normalement soit obligée d'avoir au moins la moitié de son effectif sur table T1, mais qu'une armée de Space Marine puisse décider de n'arriver que T3. Voilà, c'est bon. C'était une réflexion que nous avons. Voilà. J'ai pas d'avis tranché sur la question, c'est une piste de réflexion, mais je trouve effectivement un petit peu dommage. Heureusement, il y avait que 2 listes qui fonctionnaient sur cet archétype-là, parce que très honnêtement, tout le monde aurait décidé « Ouais, on vient tous en Ground Zero, qu'est-ce que le tournoi aurait été chiant ?» Qu'est-ce que ça n'aurait eu aucun sens? On n'aurait peut-être pas eu ces scores-là. Hein. Non, clairement pas. Il y a une des 2 listes Ground Zero qui gagne beaucoup, mais qui gagne sur des scores étriqués. Voilà. Parce que moi, la game que je fais contre lui, elle se finit 2-1, mais elle aurait pu très bien se finir 1-2. Oui. C'était pas non plus d'auto-win. Il a fait la meilleure chose qu'il avait à faire dans ce contexte-là, considérant la table, oui, le scénario et ce qu'il avait en face. Et l'armée en face. Donc, de mon point de vue... mais on ne jette la pierre à personne. Voilà, hein, voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que il y a peut-être un sujet là-dessus. Après, on la paye l'embouche quand même. Hein. Ouais, et c'est peut-être d'ailleurs, si je devais avoir une wishlist auprès des développeurs qui ne nous regardent toujours pas, j'aimerais bien que certaines unités n'aient pas automatiquement l'embouche et que tu doives le payer. Par exemple, les Terminator Ratata,
Un peu sur le même modèle qu'en V2 40K où on avait un surcoût sur les unités qui pouvaient profiter de la FEP. Moi, par exemple, mes Terminator Ratata, j'ai pas forcément envie de les faire faibles. J'ai peut-être envie de les déployer normalement. Mais d'un autre côté, je paye l'embouche. Quand même. Donc ça me fait un peu suer de payer plus cher pour une règle que je ne vais pas utiliser. Donc c'est un peu problématique, voilà, pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deuxième truc qui nous tracapougne? Oui, j'invente des mots. On a le fameux sujet autour des véhicules tombeaux. De transport. Des cercueils de transport. C'est pour moi, et Vlad a raison là-dessus, parce que c'est le premier à avoir soulevé le lièvre, et il a raison, il y a un vrai souci au niveau de la gestion des véhicules de transport et surtout de leur contenu. Surtout quand tu utilises des transports en FEP. Et c'est là qu'on va en revenir à l'Eldar Noir qui, effectivement, a dû rôter du sang de temps en temps. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Cependant, encore une fois, je tiens à modérer tes propos parce qu'il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Lorsque tu as une seule unité en FEP que tu ne peux pas temporiser sur tes poses, c'est bien fait pour toi si tu te fais laver en réponse. Mais même quand tu en as deux, parce que, en fait, le problème, c'est que les unités qui se trouvent dans un transport qui vient de se faire détruire ne devraient pas être automatiquement pinées. C'est le problème. Parce que c'est la double peine. Ouais. Voilà, les véhicules de transport, en règle générale, sauf des gros trucs, et il n'y en a pas beaucoup, ils n'ont que 6 PEV. Ça se descend assez facilement en une activation si tu as une unité anti-char un peu burnée en face. Donc, du coup, c'est la double peine. Tu as pété un char qui coûte au moins 200 points pour un transport vanilla sans équipement machin. Ouais, mais s'il a l'embouche et le reste, l'unité qui est dedans est neutralisée, donc c'est bien, c'est double. Et en plus, généralement, on ne met pas des unités pas chères dans un transport, on va mettre des unités qui ont besoin d'une protection pour arriver et faire mettre des claques. Donc tu vas te retrouver rapidement avec peut-être, que sais-je, un quart, un tiers de ton armée qui va se retrouver à ne rien faire sur une seule activation de l'adversaire. C'est trop punitif. Donc ça condamne en fait l'utilisation des unités de transport à ce que tu en faisais lorsque tu jouais Orc. Ce que je continuerai à faire, je continuerai à jouer des trucs. Ne ratez pas le prochain rapport de bataille. Mais je m'en sers rarement pour aller de l'avant, je m'en sers pour aller par là. C'est-à-dire, je mets mon truc avec ces bons hommes dedans. Si j'ai le T1, caché derrière un mur, l'unité qu'il a mis en face pour contrer, machin, hop, je vais par là-bas, de 20 pouces, donc du coup, je suis plus là. Et ça me permet de me redéployer et de choisir un flanc fort sur lequel je vais aller impacter ensuite, après avoir débarqué mes unités. Donc, en fait, il me sert d'outil de redéploiement. Attaquer plein fer avec son véhicule, à moins d'avoir une table très très chargée en décor, tu as toutes les chances de te le faire one-shot. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur les transports, parce que en fait, quand on regarde le tournoi de ce tournoi-là, qui a joué des transports? Les Eldar Noirs, les deux armées Ground Zero Space Marine et les Orcs. Et c'est tout. Pour des effets en jeu, des résultats, pas folichons. Si les transports étaient pas chers, ce ne serait pas un souci. Maintenant, 2 vies minimales pour un Rhino ou équivalent, c'est aux environs de 200 points. Et c'est pas un budget négligeable dans un format 2000 ou 2005. Donc nous, notre réponse à ce questionnement que nous avons, parce que c'est bien beau de montrer du doigt des problèmes, encore faut-il être en mesure de proposer des solutions, ce serait de aménager cette fameuse règle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, le transport est pété, on fait notre test de terrain dangereux, mais derrière, au lieu de piner automatiquement l'unité transportée, pourquoi pas lui faire un test de coupe? Tout à fait. Ça réduirait, alors une fois de plus, c'est une wishlist. Voilà, non, mais voilà. On continuera à jouer avec les règles telles qu'elles sont conçues. Oui, parce qu'on ne fait que parler de notre propre ressenti. Oui. Après, derrière, on n'a pas la prétention d'être développeur de jeu, on ne fait que discuter de... Bon, donc, c'est pas un point négatif, c'est pas quelque chose contre lequel on ne peut rien, on est loin quand même de la tragédie grecque, on se situe juste dans les pistes, les axes d'amélioration possibles. Voilà, et en fait, on parle toujours de méta. Les méta véhiculées, comme on pouvait avoir à certaines époques de 40K, en fait, elles sont difficilement jouables. Voilà. Ce qui est toujours dommage, sauf avoir des transports un peu tanky, 12 PEV, etc. Mais bon, là, tu les payes excessivement cher. Et c'est toujours pareil, ton truc, il transporte ou il combat.
Last but not least. Bah oui, parce que c'est quand même la grosse nouveauté de la V3.4, hein, c'est les volants. La possibilité qu'on a de les exploiter à leur plein potentiel. Là, pour moi, j'ai une satisfaction, parce que c'est très bien qu'on puisse enfin jouer une catégorie d'engins qu'avant on sortait juste pour le LOLs, mais que bon, voilà, tu l'as sorti pour le LOLs. On est déjà revenu dessus sur la vidéo qui parle de la V3.4. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. En plus, elle est très rigolote. Jugement parfaitement objectif. Mais les volants, ils sont devenus bien meilleurs, mais je pense qu'il y a un sacré trou dans la raquette. Tous les jeux qui ont voulu jouer des volants toujours un problème. ont galéré. Déjà, effectivement, le fait que certaines unités ou certaines conceptions d'armées ne peuvent pas les gérer du tout. Eh bien, il n'a qu'à construire son armée convenablement. Bah, j'entends bien, mais en attendant... L'intégralité des listes que j'ai faites sur les 10 ou 15 armées différentes à OPR ont de quoi gérer le volant. Mais c'est foutu. 13 pouces, parce qu'on rappelle la règle, tu dois dégrader la portée de ton arme de 12 pouces quand tu tires sur un volant, et tu ne peux pas te mettre à moins de 1 pouce du socle d'une unité adverse, sauf si tu la charges, et tu ne peux pas charger les volants. De toute façon, tu ne pourrais pas tirer. Donc, en fait, tout ce qui est fuseur et assimilé, tu ne peux pas tirer sur le volant avec parce que tu es à 13 pouces. Oh, mais grosse surprise! On ne peut pas gérer des Airbus A380 avec des lance-flammes! C'est incroyable! Ça, c'est vrai. C'est vrai pour les lance-flammes, ça va peut-être moins pour les fuseurs. Mais bon, bref, il y a déjà ce souci-là, mais qui est mineur, parce qu'effectivement, il va falloir s'habituer maintenant à mettre du Locon ou des équivalents, des trucs qui saturent bien, qui ont une portée importante et une AP. Voilà, il va falloir penser à en mettre. Repensons à l'analyse méta que nous avons faite dans cette vidéo. Si tu rebalayes tout ça, tu t'aperçois qu'il y a peu de listes qui étaient en mesure de proposer une solution fiable pour lutter contre le volant. Volant qui, souvenons-nous-en, était quand même prévu depuis le mois de mai à être retravaillé. On le savait. Donc les gens le savaient. Et ça avait suffisamment leaké pour qu'on sache ce qu'allait être le reworking des volants avant que ça sorte. Dans l'été, on le savait déjà. D'ailleurs, sur le volet community de la chaîne, j'avais quand même posté une photo avec mes 3 socles avant. Donc c'est pas comme si j'avais pas prévenu. Ce qui m'ennuie avec les volants, c'est que déjà certaines armées n'y ont toujours pas accès. Il y en a beaucoup qui n'ont pas accès au volant. C'est pas faux. Et c'est embêtant, parce que c'est un outil dont maintenant on voudrait bien disposer. On va dire, on n'a qu'à faire des alliances. Chut, on parle compétitif. Voilà. Sinon, effectivement, en partie amicale, faites des alliances, amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Mais on parle de compétitif. Donc déjà, c'est embêtant parce que ça crée un delta encore plus important entre les armées qui ont accès au volant et celles qui n'y ont pas accès. On parle de jeux organisés. Toujours. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'il existe des trous dans la raquette. On peut facilement faire rentrer 3, voire 4 volants dans une armée orque, parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et c'est pas difficile, tu mets 3 ou 4 volants, tu satures de petites unités MSU, des commandos, des Gretchen, des machins pour scorer. Et si ton adversaire n'a pas une turbo-chier d'armes spéciales contre les volants, tu vas juste lui rouler dessus sans qu'il puisse rien faire. Alors pourquoi il parle de 3 ou 4 volants? Parce qu'il y a 2 types de profils différents dans la liste, donc on peut stacker 3 et 1, 2 et 2. Il y a d'autres armées comme ça, voilà. Les tyrannides avec la régène sont pas mal, voilà. Les Eldar noirs sont très très fun avec leur Diddly. Les volants Admech sont pas chers, donc tu peux les spammer aussi comme un gros sac. Ouais, mais ils sont quand même tout pourris. Ils sont pas très bons, mais tu peux les spammer comme un gros sac. Ils sont quand même toujours tout pourris. Ils sont quand même tout pourris. Donc il y a quelques armées qui pourraient faire du presque bug exploit en spammant les volants. Et si en plus ils ont de la chance d'avoir des petites unités de scoring pas chères, ça va être rapidement ronge-tête pour l'armée en face. Ce qui fait que toujours la méta, c'était la lutte éternelle entre l'épée et le bouclier. Il y a des mecs qui vont foutre plein de Locon, mais le Locon ça coûte cher. Donc du coup ça te servira à rien contre des armées contre des armées qui n'ont pas volant. Enfin... Moi, je te laisse la responsabilité de cet argument. En ce qui me concerne, mon sujet, ça va être les volants qu'on paye et... Est-ce que c'est trop fort? Et qu'on sait pourquoi on les paye. C'est pas trop fort. On va prendre l'exemple de 2 listes avec l'Eldar et le Robot Legion. On a chez l'Eldar un volant très fort qui est très très efficace et qui vaut 520 points de mémoire. Et chez les Robot Legion, le croissant à 500 points, qui tape très fort également. La conjonction de ces règles fait qu'ils sont particulièrement efficaces en termes de jeu sur la table.
Souvenons-nous que les volants ne prennent pas d'objectif et que ça reste quand même les missions primaires à OPR. Donc en restant dans le jeu tel qu'il nous est proposé dans les règles de base ou même certaines règles avancées, le volant quand même vaut ses points. Moi, je me suis retrouvé avec des adversaires qui m'ont dit « Ouais, ok, c'est vrai que tes volants... typiquement Noah, lors de la partie orc, qui s'attendait, qui n'a rien pu faire contre, mais qui m'a dit « Ah, mais je m'attendais à pire. » Ce qui m'ennuie avec tes volants, c'est que la portée de leur arme, c'est strictement leur mouvement. Et oui, ce qui veut dire que tu n'as jamais besoin de l'exposer, que tu es toujours hors de portée des armes adverses, sauf s'ils ont le cône. Parce que toi, tu portes à 30, lui, il portera à moins 12, et la plus grande portée du jeu étant 36, et bah, tu es toujours hors de portée de tir, alors que toi, tu es toujours à portée de tir. Moi, j'avais prévu de venir au tournoi avec 3 croissants. Oui, bah là, ça aurait été débile. D'accord, 1500 points sur les demi. Le problème, c'est que j'étais plus dans la stat pour le contrôle d'objet. Oui, bien sûr. Et j'avais un très sérieux problème de prise de contrôle de la map, puisque le volant lui-même, Alors, tu l'aurais peut-être pas gagné, mais ça aurait été la mort du fun pour le malheureux en face. Hein. Oui, mais, mais ça n'aurait rien changé aux parties que j'ai perdues, et ça n'aurait pas changé grand-chose aux parties que j'ai gagnées. Peut-être, par rapport au nombre de points de victoire engrangés. Parce que du coup, je ne peux pas scorer, ou c'est difficile. C'est toujours pareil, une méta, ça s'auto-équilibre. Ça veut dire que, bon, peut-être dans les prochaines semaines, il faut regarder un petit peu les tournois qui vont sortir sur T3. Peut-être que dans les prochains mois, les mecs vont spammer des volants comme des gros sacs, parce que c'est nouveau, c'est trop fort. Puis dans la foulée, les mecs vont spammer les armes Lecon comme des gros sacs, donc du coup les volants vont sortir du game parce qu'ils vont se faire descendre trop facilement. Puis du coup il n'y aura plus de volants, donc les mecs arrêteront de jouer du Lecon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça va se réguler tout seul. Mais en attendant, à voir, il faudra être attentif à mon avis aux résultats de tournoi et aux listes qui ont été jouées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'abus ? Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi dont il faut parler impérativement avant d'enterrer le bébé avec l'eau du bain, c'est le format. Ça veut dire qu'on est sur des listes en ce qui nous concerne, des listes à 2500 points. 2500 points, pour moi, c'est je joue les deux volants. Ça a fonctionné, très bien. 2000 points, j'en jouerai pas un de moins, puisque j'ai 500 points de moins, ce qui correspond strictement au coût d'un volant. J'en jouerai plus. En Robot Legion, le volant, c'est 2 ou rien. Mais moi, pour parler de façon plus large, parce qu'on parle de méta, ce qui m'ennuie, c'est quand une catégorie d'unités va, parce qu'elle existe et parce qu'elle a ses règles, structurer l'ensemble du reste de la méta. Voilà. Par exemple, si on prend certaines armées parents pauvres de la V3-4, les Ratman Clan par exemple, ils n'ont pas de volant. Et la seule arme Lecon qu'ils ont, elle ne gérera pas de volant, parce que c'est du ratata AP1, donc c'est pourri. Et puis la portée est pas faite. Du coup, le Ratman Clan, dans une méta volant, lui, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est swarmer la table. Ce qui fait déjà très bien par ailleurs. Oui, mais là, tu vas devoir partir que sur cet archétype-là, et tu vas après juste t'asseoir sur ta chaise et dire au type, lance tes dés, voir si tu arrives à me buter tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ses 6 tirs AP4 ? Qu'est-ce qu'il va faire avec son blade ? C'est la mort du fun. Et ça m'ennuie quand... mais c'est toujours pareil, de toute façon, tu l'as dit de façon tout à fait pertinente en introduction. Les volants, c'est un truc qui est super chaud à gérer pour des jeux à l'échelle tactique. Donc, ils ont fait un gros effort pour les rendre jouables. C'est bien. Réjouissons-nous parce qu'on peut enfin pas s'amuser à sortir nos volants. Et c'est cool. À être quand même vigilant pour voir si toute la méta du jeu ne s'organise pas autour de juste cette catégorie d'unités, et ça serait emmerdant. Je pense de toute façon que si ça se produit, vu la réactivité de la team OPR, que si ça se produit, les mecs vont faire des ajustements pour que ça se produise plus. D'ici le prochain ajustement lourd qui est prévu dans un an, parce que c'est comme ça qu'ils envisagent de pouvoir structurer la vie de leur jeu, ne serait-ce que pour pouvoir proposer à la communauté des supports physiques, des bouquins, des règles, de la traduction en général. Moi, je considère que la réponse appropriée pour le volant, ça reste tout simplement soit de l'ignorer parce qu'il ne remplit pas les objectifs de mission, soit d'y répondre avec de la règle de Locon qui, elle, permet également de pouvoir aller chercher les unités à couvert, les unités avec stealth, les unités... Donc, c'est pas... Après, c'est une règle qui coûte très cher. C'est pas... Oui, très cher, mais... D'ailleurs, à ce propos, et pour terminer un petit peu sur la méta, il y a un truc qui m'a un peu ennuyé sur les réévaluations de coûts en points de la V3-4.
L'idée, je pense, c'est pour les concepteurs de virer certaines combos débiles. Voilà, typiquement, l'augmentation conséquente du coup en point des scarabs, c'est parce que tu avais la combo 6 socs de scarab plus chef avec la régène, ce qui les rendait totalement imbuvables. Donc la nuée à qualité 6+, qui se retrouve avec un test de co à 3+. Voilà, en plus de la PA4. avec la régène, tout ça, enfin bon, les trucs, tu les sortais pas, c'était une horreur. Oui, mais c'est normal que je le joue. Ouais, mais je l'ai vu. Mais je trouve. Donc je l'ai vu, mais j'ai je trouve embêtant de nerfer l'unité en augmentant son coût en points pour nerfer une combo. C'est-à-dire que si tu joues pas la combo, bah tu payes quand même ton unité trop cher. Et c'est pas les seuls qui été impactés par ça. Il y a aussi les tireurs, les spécialistes orques avec Railgun. La combo 6 Railgun plus un chef qui fait que les 5 et les 6 font double touche. Donc en fait, tu fais 18 tirs à 5+, et chaque touche que tu fais va compter double. Donc 12 touches au pif. C'était effectivement très fort. Maintenant, si tu joues juste les spécialistes Vanilla, les trucs coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils vont faire. Je pense qu'il aurait été utile de soit augmenter le coût en points de la capacité, soit baisser la létalité de l'unité, voilà, en réduisant le nombre de tirs, ou la portée, ou la PA, ou j'en sais rien, ce que tu veux. Parce que là, le souci, c'est que les joueurs qui veulent les jouer, ces unités, de façon honnête, et sans chercher la combo abusée, bah ils vont se retrouver gros gens comme devant. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Nerfer les combos gogol, oui. Frustrer des joueurs qui pourront juste plus sortir leurs figurines, c'est emmerdant. Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour la méta. On parle... De notre avis sur la méta d'ailleurs, oui. Parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait y passer la semaine, déjà que la vidéo va être longue. Pour conclure, parce qu'il va bien falloir s'y mettre, lorsque vous envisagez donc le jeu organisé, le plus important en fin de compte, c'est de jouer avec une liste d'armées que vous vous êtes appropriée. Déjà. Ça nous amène à enchaîner sur l'autre sujet qui est faites des listes adaptables. Visez le polyvalent sans tomber dedans. Voilà. Il ne faut pas tout faire pas bien. Il faut quand même avoir un minimum, une optique de jeu. Voilà, je veux que mon armée fasse ça. Mais ne pas s'enfermer non plus dans un truc trop mononeurone, qui peut être très fun, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tournoi, pour performer sur la durée, ça va être compliqué. Pourquoi, sur Chainsword, on a pris le parti de ne pas encore élaborer de tier list? Non, on en fera une quand même, parce que c'est tellement putaclic. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce que AOPR, contrairement à chez Smith d'en face, l'intégralité des livres d'armée qui vous sont proposés, alors l'intégralité, me faites pas mentir. La quasi-intégralité, voilà. Sauf ceux qui sont manifestement pas conçus pour être joués solo. Voilà. L'idée c'est quoi? C'est que l'intégralité de ces listes d'armées peuvent être structurées pour le jeu organisé en réponse à... Et de façon raisonnablement performante. Le joueur ne fait pas tout. La liste ne fait pas tout. Le scénario ne fait pas tout. Alors ça, c'est commun à tous les wargames, plus ou moins, effectivement. Mais oui, tu as raison. Et d'autant plus qu'il n'y a pas une aisance de lecture comme ça quand tu lis une liste OPR, parce que c'est pas tellement la façon, ce que tu mets dans ta liste, que la façon dont tu vas la jouer, où les trucs vont interagir entre eux. Voilà, c'est pas juste une accumulation de gros trucs qui tâchent, c'est une série de choix tactiques. Au bout de 2 ans de pratique intensive, OPR, nous... J'ai toujours pas senti le besoin de taper dans les règles avancées, c'est dire à quel point... Le jeu nous réserve encore énormément de surprises. Oui, tout à fait, et ça c'est chouette. Donc on l'avait déjà dit sur le rétexte du premier tournoi LTC, on le redit une nouvelle fois, c'est un jeu qui se prête merveilleusement bien aux jeux organisés. C'est bon pour moi. Ce fut tellement long. Mais tellement bon. Je vais tellement avoir de trucs à couper, ça va être fantastique. Ça va être génial. Incroyable. Ouais. En attendant, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui ne sera arrivée incessamment. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ce que vous voulez. Et en attendant, n'oubliez surtout pas que la poutre est éternelle.